Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Notre invité pour cet épisode est le fondateur de l'Académie de thermothérapie du Québec. Ayant lui-même souffert d'anxiété et de dépression, il s'est formé à l'international en thermothérapie et en cryothérapie. En février 2025, il a couru 3 marathons en 3 jours, vêtu uniquement de shorts afin de ramasser des dons pour l'organisme de santé mentale Face au vent. Veuillez accueillir Alexandre Santerre. Alexandre Santerre, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. En février 2025, tu as couru 3 marathons en 3 jours. Ouais. En plein milieu de l'hiver, en short. Ouais. Pas de chandail. Non. Tu avais, je pense, des mitaines. Oui. Oui. On va se garder une gêne. Quand tu as traversé le fil d'arrivée après ton 3e marathon, qu'est-ce que ça représentait pour toi de passer ce fil d'arrivée? C'est bon, ça. Tant que c'est 3 jours de dure épreuve, là, que tu te dépasses, je veux dire, tu as comme la douleur. Après ça, tu as comme ce que tu penses que tu peux endurer de la douleur. Puis après ça, tu as comme le next level. Fait que ça a comme cheminé durant ces jours-là à ça. Fait que c'était comme, je sais pas comment dire ça. C'était de dire que j'ai réussi, mais j'ai réussi à comprendre comment pousser mon corps et mon mental à un autre niveau. Genre, c'est démesuré, là. C'est d'avoir... Ouais, je te dirais que c'est ça. Quand on pense à Alexandre, adolescent, t'aurais-tu pensé un jour réussir de faire un défi gros comme ça? Genre, j'aurais pu dire non, mais on dirait que j'ai toujours su... Je sais pas. Peut-être un peu en arrière de la tête, j'avais toujours peut-être une petite ambition de me dépasser. Peut-être pas à cette ampleur-là, mais me connaissant, on dirait que je suis pas surpris d'avoir fait ça. T'étais-tu un enfant qui poussait tout le temps un peu plus loin? Pas tant. J'étais quand même un enfant très sage. Pour vrai, là, Ok. j'étais un petit peu dans mon cocon. Tu sais, dans le fond, si on check la norme, là, moi, je sors de la norme à plusieurs choses. Premièrement, je suis anglophone, je suis allé à l'école anglaise. Donc, moi, c'était tout en anglais. Je faisais beaucoup de routes dans une journée pour aller à l'école anglaise. Fait que déjà là, je n'étais pas dans le cadre avec le français. À Québec, ça? Ouais, j'étais allé à Sainte-Pat. Sainte-Pat, OK. Ouais, c'est ça. Puis j'habite à Portneuf, je faisais aller-retour dans une journée. Ensuite, deuxième chose, premièrement, je suis gay. Fait que déjà là, je sors du cadre. Et troisième chose, j'ai un handicap, je suis malentendant. Fait que c'est toutes des choses qui m'ont fait sortir un petit peu de la norme. Puis à l'école, quand tu sors de la norme, en fait, c'est quelque chose que tu veux pas faire. Fait que j'étais beaucoup dans l'analyse, j'étais plus réservé, je voulais pas me faire écœurer à cause de mon orientation. Fait que j'étais pas quelqu'un qui poussait, mais j'étais très introverti dans beaucoup de réflexions, mettons. Je sais pas si ça a du sens, ça. T'étais introverti, mais t'étais pas non plus limité par tes idées, tes rêves de réussir des Non. grandes choses. Euh, en fait, oui et non. C'est sûr, je me rappelle quand j'étais jeune, je voulais être policier, puis à cause de mon handicap, je pouvais pas l'être, on me l'avait clairement dit, là. Fait que limité peut-être à cause de des handicaps ou des choses plus tangibles, oui. Mais au niveau de ma perception, mes ambitions, non. OK. Puis, peux-tu parler un peu de ta jeunesse puis comment ça t'a amené à arriver vers la santé un peu plus holistique et tout, vers la thermothérapie? Ouais, c'est un bon parcours. Premièrement, à l'âge de 9 ans, j'ai été diagnostiqué avec une tumeur près du cerveau. Donc, déjà là, ça te met un petit peu en mode survie, je te dirais. Même à Puis, 9 ans? ouais, en fait, j'en ai eu plusieurs. Ma première, ça a été à 9 ans. OK. Ouais. Fait que, il y a eu ça. Puis, tu sais, je manquais beaucoup d'école, c'était beaucoup d'examens médicaux, c'était beaucoup de restrictions, il y avait comme beaucoup de choses. À ce moment-là, c'était comme si on a comme ouvert une boîte de Pandore sans le savoir, là. On ouvrait un chapitre très intense. Fait que, tu sais, il y a eu ça à 9 ans. Ensuite, de fil en aiguille, à tous les 2 ans, ma tumeur
elle revenait. Donc, j'en ai eu 5. Donc, à tous les 2 ans, ça fait une période de 10 ans. Mais durant ces 10 années-là, j'ai eu environ 15 opérations. J'ai eu. Ça n'a pas juste été les tumeurs, là. Il y a toujours eu des choses très, très intenses. Euh, Fait que dans ce moment-là, dans le fond, ta santé, si tu penses que ta santé, c'est ta santé physique, hein? Il faut que tu te fasses opérer, le médecin t'a dit ça, des transfusions, tu sais, c'est comme, c'est protocolaire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Le cadre médical, c'est ça, tu sais. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai eu ma dernière tumeur, puis je me suis comme vraiment fâché de l'intérieur, puis je me suis dit, ça peut pas être ma vie, ça. Ça peut pas être ma vie de pas prendre mes vacances au travail parce que je sais que dans 1 an, ma tumeur va revenir, puis il va falloir que je me fasse opérer. C'était vraiment rendu maladif, là. C'était pas sain du tout, là. Puis je me suis comme vraiment fâché, puis je me suis dit, là, non, ça peut pas être ma vie, ça. Puis, évidemment, quand on est jeune, notre corps, il évolue, il change tellement vite, mais tout est plus agressif. C'était ça l'hypothèse des médecins, c'était que la tumeur est plus agressive. En tout cas, c'était ça l'hypothèse à ce moment-là. C'est dur de savoir, là, mais... fait que, tu sais, en vieillissant, toutes ces choses-là, ben je suis très heureux aujourd'hui. À 19 ans, ça a été ma dernière. Euh, mais après ça, on est venu comme les séquelles. Puis c'est quoi les séquelles? Ça a été l'anxiété, ça a été le stress. Tu sais, pendant 10 ans, là, où est-ce que tu vis plein de choses, où est-ce que, je ne veux pas être cliché, mais tu passes de mourir plusieurs fois, tu penses à la survie, tu sais. Tu penses pas au mental, à la santé mentale, aux séquelles, à toutes ces choses-là, tu sais. Puis c'est ça qui en est devenu, qui en a comme déboulé par la suite, c'est de dire, probablement, à 19 ans, il faut que j'accepte mon orientation sexuelle. Comment je me sens, comment je peux dire qui je suis. Ça a été tout un chapitre là, de me définir en tant que personne, de m'assumer, entre autres. Donc, on avance un petit peu par rapport à ça. Puis l'anxiété est devenue très, très présente dans ma vie. Euh, puis, tu sais, je suis super à l'aise aujourd'hui d'en parler. Là, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut en parler. Mais je me rappelle à ce moment-là, parler de l'anxiété, du stress, probablement, je ne savais même pas c'était quoi. C'est comment je me sentais. Tu sais. Puis ça a quand même suivi plusieurs années de ma vie. Puis je me rappelle à un moment donné, j'étais allé à l'urgence parce que j'étais comme, mon cœur, il va pas bien. Tu sais, je pensais même pas que c'était de l'anxiété. Là. C'était comme, mon cœur, il va pas bien, il bat pas bien, il bat vraiment vite. Puis finalement, les médecins ont fait des tests, puis j'avais comme rien. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, ton cœur est beau, tout va bien, t'es dans une période comme stressante, tout ça. Puis j'étais comme, ben, pas vraiment. Puis ensuite, le cheminement de réflexion il a commencé, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était crise de panique, c'était de l'angoisse, c'était de l'anxiété, c'était toutes ces choses-là, en fait. Là. Fait que mon parcours très médical de mes défis, on peut dire au niveau de ma tumeur, toutes ces choses-là, a eu des séquelles, je te dirais, qui m'a apporté beaucoup d'anxiété. Puis c'est par la suite que je me suis dit comment est-ce que je peux naviguer à travers de ça. Puis c'est un petit peu là, que les expositions froides sont arrivées dans ma vie puis qui ont vraiment apporté beaucoup de bienfaits. Là. OK. Pour ceux qui ne connaissaient pas Alexandre, vous le connaissez maintenant. Ouais. Je veux pas qu'on s'éternise non plus sur le sujet, mais ton anxiété, tu mentionnes que tu l'as un peu plus après là, toute Mhm. je veux pas dire le côté médical, là, mais toutes les chirurgies Ouais. et les tumeurs. Est-ce que ça allait rester longtemps dans ta vie, l'anxiété? Ça a été sournois. Ça l'a comme bâti tranquillement. Tu sais, à 20 ans, je pensais pas que j'étais anxieux. À 21 ans non plus. Ça l'a comme bâti un petit peu là, tranquillement. Euh, Puis je te dirais, c'est plus à l'âge de 25 ans, 26 ans là, que ça a commencé à être beaucoup plus présent. Là. OK, quand même un bon 6 ans, Ouais. 6-7 ans. Mettons 24, 25. Ouais, je te dirais. C'est vraiment là, que je me rappelle. Là, il y a un X là, dans mon timeline. Là, puis c'est là qu'il y a eu un changement là, drastique. Là. Ouais. Puis c'est-tu de la motivation interne que tu t'es dit là, je veux plus que l'anxiété dirige ma vie, puis que tu as décidé de prendre un chemin vers la naturopathie ou la thermothérapie? Il y a eu plusieurs choses. J'ai exploré plusieurs choses. J'étais allé 3 mois sur une île isolée au Panama faire un cours de yoga. Je me suis isolé de tout, tout, tout. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu mon cours justement en naturothérapie. Après ça, il y a eu que je voulais être un instructeur Wim Hof. Je pratiquais déjà les expositions froides, mais j'étais comme, je vois les bienfaits que ça m'apporte. Je veux vraiment comme plus.
en connaître et pouvoir transmettre ça aussi aux autres personnes. Il y a comme tout ça un petit peu là, qui ont fait en sorte que je voulais changer là, ou apporter un changement dans mon mode de vie. Là. Puis comment tu as été initié au froid? J'avais écouté un documentaire jadis, ça fait plusieurs années. C'était Wim Hof, c'était dans ses débuts qui commence à être connu. Puis tout ce qu'il expliquait aux gens, parce qu'il disait aux gens comment faire des expositions froides, puis toutes ces choses-là. Puis il y avait une dame là, qui faisait beaucoup d'anxiété, tu sais, puis qu'elle avait dit qu'elle elle a eu comme la retraite avec Wim Hof. Puis après ça, avec évidemment son médecin, ils ont regardé sa médication, mais je pense qu'elle faisait l'entrevue, puis c'était comme 2, 3 mois après, puis elle prenait plus du tout de médication, là, puis c'était vraiment, ça m'a comme fait wow. Fait qu'après ce documentaire-là, j'étais allé prendre une douche froide, puis j'ai fait, ça je le dis là, dans mes formations, j'ai dit « Holy shit », excusez, « There's something there ». J'étais comme « Wow, là, il y a de quoi qui marche, là. » Genre, ça me fait vraiment du bien. Puis tu sais, j'ai jamais pris de la médication pour mon anxiété, je voulais pas en prendre. Ça, c'était un choix personnel, là, mais c'était pas l'avenue que je voulais prendre. Là. Puis, juste pour te mettre dans le contexte, quelqu'un qui vit avec des crises d'anxiété, là, c'est que l'anxiété, elle dirige toute ta vie, là. Toutes tes décisions. Là. Tu prends pas de café, tu prends pas de sucre, tu prends rien de stimulant, tu prends pas d'alcool, tu prends pas de cannabis. Moi, c'était ça. Rien qui peut me dénaturer de mon être, ça va tout me faire, ça va me faire stresser. Puis pourtant, je suis chez moi en train d'écouter une émission sur mon divan, puis bang, ça part. Quand t'en fais une crise de panique, t'as toujours peur que ça revienne. Fait que là, c'est comme une peur, c'est une anxiété par anticipation. Oh mon Dieu, faut pas que je fasse ça parce que là, mon cœur... Tu sais, je te dis, c'est un cercle vicieux, là. C'est un cercle vicieux. C'est très difficile de sortir de là, là. J'ai quelques amis qui en font, puis quand ils m'en parlent, C'est une prison. ça semble à ça. Puis je suis quelqu'un qui peut être stressé et anxieux sur des situations quand j'ai des gros projets qui s'en viennent. C'est normal, on est humain, là. Mm-hmm. C'est une émotion normale d'être anxieux ou stressé, mais à un point que ça contrôle ta vie, puis, tu sais, on pense tout à quelqu'un, ouais, mais respire, là. Ouais, mais on est passé à ça. Puis, tu sais, je recule d'il y a 5-6 ans, là, puis moi, je connaissais pas personne dans mon entourage, plus que ça. Mais je connais personne dans mon entourage qui était anxieux ou qui prenait la médication. Puis je sais pas, c'est super stéréotypé, mais j'étais comme, j'étais un homme, j'étais un gars. Un homme, c'est pas stressé, on parle pas de ça. Voyons, tu sais. Je suis capable d'en prendre. Ouais, c'est ça, tu sais. J'étais là, voyons, quelqu'un qui est capable d'endurer beaucoup de choses, je comprenais pas, tu sais. Puis il y avait la gêne aussi, la gêne de. Tu penses que tu as un mental, puis finalement, c'est plus que du mental, là. C'est ça, là. Ouais. Puis la douche froide que tu as pris, toi, personnellement, combien de temps ça a pris avant que tu commences à avoir des effets sur ton anxiété? Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ce qui est intéressant avec les expositions au froid, là, c'est que premièrement, c'est inconfortable. Fait que si quelqu'un fait des expositions au froid pour s'aider dans sa santé, c'est parce que la personne elle veut vraiment s'aider. Tu sais, OK. tu comprends? C'est pas je te donne une pilule, ton anxiété va partir. C'est comme non, je me mets de l'inconfort et de la douleur volontairement pour m'aider. Fait que déjà là, il y a de quoi dans le psychologique puis la motivation qui est en train de changer. Là. On est complètement ailleurs de quelqu'un qui veut s'asseoir sur son divan puis qui dit je suis une victime, je veux pas m'aider. Là. Fait que pourquoi je dis ça puis je mets l'emphase là-dessus, c'est parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez dans les expositions au froid. Moi, je le fais, je le dis pas aux gens qui suivent mes formations, mais il y a l'effet placebo aussi. Je t'explique. Si je te dis, prends une gorgée, tu vas voir, ça va te faire rire ou peu importe, ça va augmenter tes chances de 33 jusqu'à 66 que ça l'arrive. Fait que c'est super important pour moi, en tout cas, quand je suis formateur puis je donne des formations, c'est de donner les études scientifiques aux gens pour déjà mettre une base puis travailler l'effet placebo. Puis je dis pas que c'est ça, là. Je dis juste, moi, c'est une double mesure. Puis après ça, tu fais les expositions au froid puis tu ressens vraiment les effets physiologiques puis physiques, là. Fait que c'est vraiment ça. Puis je recule avec mes connaissances aujourd'hui, là. Je recule à ce moment-là, puis j'écoutais le documentaire de Wim Hof, puis j'étais comme « wow », puis ça l'a aidé. Puis tu sais, j'étais en train là, de nurturer, de travailler mon effet placebo d'une certaine façon. Mais on dit effet placebo, mais ça peut clairement être
la perception de dire, OK, ça m'aide puis ça marche, quand tu es capable de, tu sais, de travailler cette switch-là puis d'avoir ce conditionnement, ça t'aide beaucoup aussi, là. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que tout ça, j'ai ressenti la douche froide, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a calmé, j'étais dans le moment présent, puis j'étais comme, ah, je continue à en faire, tu sais. Fait que tu as l'effet physiologique, puis tu as l'effet mental aussi, qu'on change le mental. Je suis plus une victime, j'ai trouvé quelque chose qui m'aide, tu sais. Il y a tout ça, là. Le fait de rentrer dans un bain d'eau glacée, une rivière glacée, prendre une douche froide, c'est un acte physique de mettre le premier pas, de faire le premier pas. Quand t'en parlais, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est aller au gym 5-6 jours semaine. C'est pas facile. Non. C'est le même concept. Ouais. C'est pas douloureux physiquement de prendre son char, aller au gym, tout dépend de comment tu fais ton gym. Mais c'est pas supposé être aussi douloureux et aigu que prendre une douche froide. Une douche froide, tu le sens tout de suite. Puis, je vais le dire là, en bon français, là, mais ça te prend des couilles pour le faire. C'est bon, ça. Ouais. C'est un élément que tu dois prendre la décision un peu que tu souhaites t'aider avant même d'aller dans le bain, ou prendre la douche froide. Il faut que tu décides Tu y vas. de faire un move. Ouais, c'est ça. Carrément. Puis ton corps, ton cerveau va trouver toutes les excuses pour pas le faire. Ah, j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui va arriver. Faut que j'aille travailler. Ah, je me sens pas en forme aujourd'hui. Ah, je pense que j'ai un rhume. Il va tout te trouver pour pas que tu le fasses. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? C'est tu shut off ça. Puis tu dis non, je le fais. Évidemment, il y a un certain conditionnement d'écoute qu'il faut que tu saches, là, les précurseurs ou les choses que tu dois être attentif quand même. Mais ton corps, il veut pas que tu le fasses, là. Ton corps, il veut pas. Fait que juste de dire, j'entends ce que tu dis, je t'écoute pas, j'y vais, ça, c'est tu travailles beaucoup. Tu sais, quand on parle de ton mental, c'est tellement vague, là, travailler son mental, mais moi, je trouve qu'avec le froid, tu travailles un angle très, très spécifique, puis tu l'aiguises, là. Tu l'aiguises, là. Ouais. Puis, juste avant qu'on tombe dans l'académie, là, moi, tantôt, j'ai peut-être été un peu avec le dos de la cuillère, là, mais j'étais quand même quelqu'un de très stressé dans la vie. Et j'ai pas eu à prendre des médicaments non plus. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est la méditation. J'en parle sur un autre épisode, là. Je me rappelle plus du numéro. En vrai, c'est rendu plate. Je me rappelle plus tant de tous les numéros des épisodes, mais avec Ariane Lefebvre, on parlait justement de la méditation, puis du moment présent. D'être sur le moment présent. Puis il y a une quote, là, un proverbe un peu. Ceux-là qui sont tristes vivent dans le passé, ceux-là qui sont anxieux vivent dans le futur, ceux-là qui sont heureux vivent dans le présent. Ouais. Est-ce que, pour moi, la méditation est me recentrer sur le moment présent. Est-ce que pour toi, tu pourrais dire que la thermothérapie te permet de te recentrer sur le moment présent? Oui, il y a beaucoup de variables en ça. On va dire, quand tu débutes, quand tu prends une pause et tu recommences, exemple, les expositions au froid, parce qu'à un moment donné, il y a vraiment comme l'aspect de ton corps s'adapte, là. Mais je veux dire, ce que je veux en venir, c'est que quand tu prends un bain de glace, là, tu penses pas à qu'est-ce qu'il faut que tu achètes à ton épicerie, puis tu penses juste au moment, à ta respiration, à ton positionnement, puis à dire, OK, il me reste encore 1 minute, puis tu es vraiment dans le moment présent, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment ça, je trouve, qui aide. Sinon, tu sais, on parle beaucoup des bains de glace, des bains froids, hein, mais tu sais, il y a des gens qui vont jamais en prendre, puis il y a des gens que ça sera pas pour eux, puis tu peux leur donner 1 million, puis ils le feront pas plus. Puis s'ils veulent pas le faire, puis t'es forces à le faire, ils iront pas chercher les bienfaits, tu comprends-tu? Parce que ça va être désagréable, ils ne voudront pas, ils resteront pas, ils seront pas détendus, ça va être un choc sur le système nerveux de façon vraiment comme stresseur et non comme favorable stresseur médiatique. Fait que ces gens qui veulent pas, faut pas que tu les forces parce que ça marchera pas. À l'inverse, les saunas et les expositions au chaud, là, eux, là, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'ils ont démontré leurs preuves vraiment au niveau de la littérature scientifique. Puis ça, c'est correct aussi. Tu sais, tu peux aller te reposer, te détendre dans un sauna, 10 minutes, 15 minutes, t'allonger, juste respirer, te détendre. Ça, c'est super bon aussi, là. Je te dirais que moi, au niveau méditatif, c'est plus dans les saunas que je suis capable de... Parce que sauna, évidemment, tu restes plus de temps dans un sauna que dans un bain de glace. Je trouve que ça me détend beaucoup aussi. OK, c'est une belle façon de voir la chose. Justement, à l'Académie de thermothérapie, Ouais. on va commencer avec c'est quoi?
Juste pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ouais. Donc, Moi inclué. en toute transparence, donc moi, ça fait plus de 3 ans, je m'entends ma 4e année, que je donne des formations à l'ensemble de la province. OK? Donc, initialement, prime abord, mon expérience avec la thermothérapie, c'est en instructeur Wim Hof. Donc, je suis allé en Pologne et dans les Pyrénées, donc 2 fois en Europe pour aller chercher 2 certifications. Donc, je suis niveau 2. Fait que j'ai donné vraiment, là, dans les dernières années, des formations, formations Wim Hof, ateliers Wim Hof, etc., à l'ensemble de la province. Puis de fil en aiguille, la méthode Wim Hof, c'est respiration et froid. Puis il n'y a pas de chaud. On ne parle pas du tout du chaud. Et ce centre de formation-là de l'Académie Wim Hof a quand même une certaine lignée de pensée et je ne suis pas d'accord avec 100%. Fait que je donne des formations, je suis allé chercher des formations très, très réputées dans l'industrie à l'international, mais je me rends compte qu'il me manque des informations que je trouve que les gens devraient savoir de un. De deux, comme j'ai formé plus de 1000 personnes, là, je me suis vraiment déplacé partout à travers la province, il y a beaucoup de choses que je trouvais que les gens ne faisaient pas correctement ou qu'il y avait de la mauvaise information parce que tu as un influenceur sur TikTok qui décide qu'il met sa tête sous l'eau, exemple, OK? Fait que là, je me suis dit, je dois trouver une façon autre qu'en présentiel que quand je me déplace, parce que c'est limité les déplacements en présentiel, pour éduquer les gens, mais pas juste avec la méthode Wim Hof, avec l'ensemble. Tu sais, là, quand tu fais un 360, puis tu prends tous les éléments, puis tu dis ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que c'est vraiment de là que ça va faire, on s'en va sur notre 2e année, là. L'Académie de thermothérapie du Québec. Donc, j'étais déjà dans le domaine avant, mais on a une incorporation vraiment à ce type d'opération-là. C'est notre 2e année. Puis, c'est quoi? Dans le fond, c'est évidemment, on continue à se déplacer à l'ensemble de la province. On donne des formations, des ateliers en présentiel. On travaille aussi avec des stations thermales pour donner des expériences, des événements. Parce qu'on ne se le cachera pas, depuis 5 ans, ça a pas mal changé, hein, la thermothérapie, le chaud, le froid. Puis, les stations thermales, ils ne commencent pas à aimer trop ça parce que les gens s'achètent des saunas, les gens s'achètent des bains de glace. Fait qu'eux, ils veulent garder ça assez dynamique pour que les gens continuent à aller dans leur centre, hein. Fait qu'on je travaille justement avec eux pour renouveler l'expérience thermale, des défis ou des protocoles plus dynamiques que chaud à 10 à 15 minutes, froid 30 secondes, puis repos 15 minutes. T'sais. Fait qu'on retravaille ça. Puis sinon, c'est ça, là, on est en lancement d'une formation en ligne où est-ce qu'on va pouvoir rendre ça accessible à plus de gens possible, là. Fait que c'est thermothérapie et cryothérapie. Donc, la thermothérapie, le vrai terme pour ça, c'est la chaleur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est l'utilisation du chaud pour aller chercher des valeurs thérapeutiques spécifiques. OK? Donc, ça peut être un sauna, ça peut être un spa, ça peut être un bain chaud, ça peut être... Une douche chaude. Oui, c'est ça. Dans le fond, ça peut être l'utilisation du chaud, ça peut être je vais courir quand il fait 30 dehors, puis je mets des vêtements, des couches, parce que le but, c'est d'augmenter la température puis activer la sudation. Donc, ça peut être considéré comme ça aussi, tu sais. Puis, le vrai terme pour le froid, c'est pas thermothérapie, c'est cryothérapie. Donc, ça, c'est l'utilisation du froid pour aller chercher des valeurs thérapeutiques spécifiques. Donc, on parle douche froide, ça peut être des expositions dans la nature, rivière, bain de glace, bain froid, peu importe, des chambres de cryothérapie aussi. Mais il y a comme on dirait qu'il y a une connotation que le Québec n'est pas encore prêt à accueillir avec la cryothérapie. Puis je le vois, là, quand je parle de cryothérapie, les gens sont comme « Fait que je continue à employer le terme thermothérapie parce que c'est souvent associé à une station thermale où est-ce qu'il y a du chaud puis du froid. Mais c'était une petite distinction là, au niveau des vrais termes, là. Moi, j'étais sûr que la thermothérapie, c'était juste chaud et froid. La distinction entre les deux, je savais pas que thermo était uniquement le chaud. C'est ça, c'est ça. Mais c'est souvent... Mais en même temps, c'est très rare que tu vas faire une exposition dans un sauna puis tu vas pas aller rafraîchir ton corps avec une source froide, tu sais. Fait que c'est souvent jumelé ensemble. Mais quand on parle vraiment de bain de glace, c'est vraiment de la cryothérapie, là. OK. Ouais. Puis, j'ai pas vu beaucoup de spas dans ma vie, mais juste, moi, Noah Spa. À Scott, je pense. Ouais, à Scott, Ouais. là. Les hommes, si vous en cherchez un qui a vraiment du sens, là. Il y en a plusieurs. Mais moi, c'est toutes les stations différentes qu'ils ont. Oui, C'est à pas l'intérieur, juste... hein? Ouais, c'est pas juste un spa. Mhm. Tu sais, un spa, c'est un spa, là. Mhm. Fine, là. OK, c'est le fun, là. C'est le fun quand t'en as pas un chez toi. Mais là, c'est des stations avec des jets comme différents et tout. Puis il y a quelque chose à faire avec nos spas qui est différent
Oui. des autres places Ça, je suis de d'accord. la région de Québec. Tu as comme l'aspect plus thérapeutique, massage, relâchement Ouais. musculaire, dans ce type-là. Là. À cette heure, qu'est-ce qui est vraiment trendy ou qu'est-ce qui prend vraiment de l'ampleur, c'est les cérémonies of Gus puis ce qu'on appelle les sweat lodges. OK. Fait que là, c'est des... Dans le fond, le but, c'est que tu crampes. En anglais, on dit tu crampes. Dans le fond, c'est que tu chauffes le sauna en 2, 3 étapes, peu importe. Puis, fait que c'est comme des vagues de chaleur. Fait que des vagues de chaleur, il y a des mouvements de serviettes que les gens qui, comment je pourrais dire, qui animent la cérémonie vont faire envers les participants. Fait que tu as comme la chaleur qui vient sur toi puis tout ça. Fait que ça, c'est comme, mettons, un sauna, mais tu as un animateur, on va l'appeler comme ça, puis il fait des mouvements de serviette. Souvent, ça peut être accompagné de musique, puis c'est plus chaud. Fait que ça, c'est quand même cool parce que tu peux te dépasser dans un sauna dans une façon, somme toute, normalement, qui est quand même sécuritaire. Fait que ça, c'est cool. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, là, je te dirais. Puis c'est pas juste tranquillement au Québec, c'est vraiment à l'international. Là. Oui. Ouais. Puis c'est pour qui la thermo et la cryothérapie? Moi, j'aurais tendance à te répondre en te disant, si je te pose la question, l'activité physique et le sport, c'est pour qui? Tu me réponds, tout le monde, Ouais. clairement. Même si tu as un handicap, tu peux quand même faire des exercices ou quelque chose pour t'aider. Enfin, moi, ma mission avec l'Académie de thermothérapie du Québec, c'est d'apporter la pratique, évidemment de façon sécuritaire, super structurée, mais c'est de verbaliser et de dire que c'est comme l'exercice physique, c'est comme le sport. Parce qu'on joue sur tous les systèmes. On va pratiquement chercher autant de bienfaits que l'exercice physique, mais tout va dépendre de ton approche et de ta structure. La seule chose, évidemment, il y a des petites choses. Tu sais, si on veut mettre la loupe puis on veut dire, hey, oui, ça fait pas. Mais dans les grandes lignes, là, la seule chose qu'on ne peut pas avoir avec la thermothérapie, c'est de dire, tu vas avoir une croissance musculaire. Parce qu'avec l'exercice physique, évidemment, ça va aider avec l'hypertrophie. Mais il y a des protocoles qui démontrent avec la thermothérapie que tu peux augmenter tes hormones de croissance. Fait que, tu sais, je peux pas te donner une croissance, je peux pas te donner un gain musculaire, mais je peux te donner les hormones qui vont t'aider à croître tes muscles. Fait que, tu sais, c'est une petite zone grise. Mais tout ça pour te dire, répondre à ta question, Ouais. c'est pour qui? Moi, je trouve que c'est pour tout le monde. Puis de plus, les gens qui veulent pas prendre de froid, c'est bon, il y a tellement de bienfaits avec le chaud aussi. OK, t'es pas obligé de souffrir à... Non, vraiment pas. Puis souvent, mon petit côté manipulateur, les gens qui veulent pas de froid, je fais des activités avec eux dans le chaud. Puis là, tu leur fais avoir chaud. Puis après, tu te dis, on va juste se tremper les jambes. Puis là, ils se sont trempés les jambes. Tu sais, c'est déjà progressif. Puis après ça, next thing you know, ben, ils sont tous immergés. Y a-t-il une différence entre les hommes, la réaction physique chez les hommes et les femmes? Ça, c'est quand même un sujet qui fait de plus en plus surface dans la communauté. Là. Quand je dis communauté, je parle des communautés scientifiques à l'international sur les expositions au froid puis les saunas. Donc, ben, la majorité des études, là, je pourrais dire plus de 90% des études, a été faites sur des hommes. Donc, les données qui sont démontrées sont à prendre en considération par des hommes. Je parle pour les expositions au froid ici spécifiquement. Là, il y a quelques études qui commencent à sortir avec les femmes, qui est super intéressant. Ça reste encore à déterminer certaines choses, certains marqueurs. Mais il y a comme une petite controverse qui se fait peut-être environ 1 an, 6 mois à 1 an là, qui est parti. C'est Dr. Stacy Sims, qui est quand même connue à l'international. Elle a fait beaucoup de podcasts de santé. Elle est spécialisée dans le cycle hormonal chez la femme et vraiment là, le développement hormonal chez la femme, du fœtus jusqu'à la mort. Puis elle explique que déjà dans le ventre, la femme et l'homme, c'est pas pareil. Fait qu'elle, elle démontre vraiment que c'est très différent. Puis elle a quand même des études. Là. C'est pas quelqu'un qui avance des propos non... Fondés. Hein? Non fondés. Exactement. Puis elle a participé à beaucoup d'études. Fait que elle, l'année passée environ, sur un podcast de Mel Robbins, elle a dit que les femmes, c'est environ à 15 degrés Celsius la température de l'eau et que ça ne devrait pas être le même contexte que les hommes. Et là, dans le fond, la famille Wim Hof, dont 2 enfants, 2 filles, sont en train de sortir un livre sur les expositions au froid et les femmes. Ils ont répliqué. Et là, ça a comme fait une petite... ça l'a en tout cas, bref, ça
la famille Wim Hof dit des choses, puis là, tu as d'autres médecins et chercheurs qui disent d'autres choses. Fait que là, les gens sont comme qui croire. Puis cette semaine, justement, j'ai des capsules sur mes réseaux sociaux qui vont sortir là-dessus. Moi, je dis, on se ramène à la base. Premièrement, on se ramène à la base. Si quelqu'un dit quelque chose, d'autres personnes disent quelque chose, toi, tu as juste à écouter ton corps et à savoir comment tu te sens. Hein? Parce que la vérité absolue, c'est pas ce qui arrive à la fille de Wim Hof ou ce qui arrive à la chercheure qui prend 8 femmes qui ont eu genre 6 semaines de préparation pour participer à l'étude scientifique. Hein? Tu es capable d'écouter les signaux de ton corps. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même une base au niveau du cycle hormonal chez la femme et les premiers jours, quelques jours avant le premier jour et mettons jour 2, jour 3 du cycle de menstruation, c'est une période quand même assez de stress puis qu'on ne veut pas élever le cortisol. Petite parenthèse, présentement, il y a des études qui disent le froid donne une élévation de cortisol, il y en a d'autres qui disent non, puis il y en a d'autres qui disent ça réduit le cortisol. Fermeture de parenthèse, on peut en reparler. Tout ça pour dire que dans ces jours-là du cycle hormonal, on ne veut pas surcharger ou stimuler trop le système nerveux et donner du stress chez la femme parce qu'elle est déjà en train de vivre un changement, un stress naturel. OK? Fait que si on prend ces éléments-là en compte et on comprend et c'est ça, on comprend que le froid, c'est un stresseur, ça reste, il faut se questionner, est-ce que c'est bon de prendre un bain de glace ou quelque chose de très, très comme potent stressor durant ces jours-là? Et la réponse s'adapte à la personne. Une femme qui est super en forme, qui ne fait pas de jeûne intermittent, qui n'a pas d'autres stress hormétiques, qui fait juste l'exposition au froid, puis, exemple, qu'elle s'entraîne, bon, c'est un autre stress hormétique, mais elle s'entraîne, elle a toujours pris des expositions au froid, elle n'a jamais vu de changement dans son cycle hormonal, ben, on est qui pour lui dire arrête de prendre tes bains de glace si ça lui fait full du bien, puis tout ça. Puis à l'inverse, dans un changement de saison comme présentement, où est-ce qu'il y a moins de lumière, où est-ce qu'on a des symptômes un petit peu plus dépressifs ou moins d'énergie, puis tu as une femme qui arrive dans sa période de menstruation, puis elle se dit moi, ça ne me tente pas de faire l'exposition au froid. On est qui pour lui dire fais ton bain de glace, tu comprends-tu? Fait que moi, j'écoute ce que la science dit, mais je me ramène toujours à l'effet placebo. Puis quand je dis l'effet placebo, c'est juste, je veux dire, la façon qu'on communique les informations à la personne va changer son effet. Mais je pense que la règle de base, c'est écoute ton corps puis qu'est-ce qu'il te dit. Puis ça va être ta vérité à toi. Mais c'est drôle la manière que tu l'as apporté parce que juste avant que tu arrives, je regardais Susanna Solberg, qui est une sommité dans le monde aussi là, au niveau des bains de glace. Même pas la thermocriothérapie, qu'on pourrait dire. Ouais. Puis elle avait un Q&A, questions et réponses du public sur Instagram. C'était dans ses derniers posts. Puis il y avait une fille qui avait posé la question, c'est-tu normal que je crave des bains de glace juste avant mes menstruations? Puis elle dit, puis là, je dis ce que c'est écrit dans son post, là, c'est que le corps se réchauffe juste avant les menstruations. Donc, le bain de glace, pourquoi tu en craves, ça serait pour descendre en température corporelle, vu que là, tu montes, ben là, tu voudrais descendre. Ça serait juste un craving de régulation. Va l'avoir. Régulation. Régulation. Temporelle, ouais. Je suis malade, donnez-moi une chance. Régulation temporelle du corps. Justement, là, ça serait un effet normal si jamais vous êtes une femme et vous vivez ça en ce moment. C'est complètement normal. Mettons qu'on ajoute un petit peu du background à Susanna Solberg, qui est quand même une chercheuse scientifique, comme tu as mentionné, elle est quand même réputée, connue. Sa thèse, c'est vraiment au niveau du métabolisme, donc au niveau cellulaire, là, puis c'est au niveau de la thermorégulation. Fait qu'elle est vraiment calée là-dedans. Cependant, puis tu sais, je veux pas... C'est parce que en 2 ans, en 3 ans, j'ai tellement vu les discours changer que moi, j'aurais tendance à ajouter à ça, c'est une excellente réponse métabolique, scientifique, mais ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, tu sais. Tu comprends-tu? Fait que, mais c'est bon qu'elle partage ça, puis sûrement que la personne qui crave les expositions au froid avant, elle devait sûrement déjà les pratiquer, là. Oui, oui. Je pense pas que tu craves ça soudainement quand tu les pratiques pas, là. Ouais. Good. On a quand même fait le tour de la partie scientifique puis thermo de l'académie, là, en fait. Là. On tombe dans le concret. OK, c'est on quoi? parle de bain de froid. On va prendre une douche froide tout le monde ensemble. La première chose que je veux dire à tout le monde avant, puis que je veux que tu renchérisses, c'est la sécurité. Ah oui. Je veux qu'on parle de la sécurité. J'arrive du milieu industriel.
La sécurité, c'est important pour moi, pour n'importe qui. Parle-en. Parle-en, OK? Ben, je peux déjà te dire. Trop de gens pratiquent les expositions au froid sans comprendre les bases et les aspects de sécurité. Puis la dernière chose, des fois, que tu as envie d'entendre, c'est pour qui se prend, puis c'est quoi ces affaires-là? Je me ramène encore au sport. Tu as ceux qui vont jamais prendre d'entraîneur physique puis qui vont se blesser. Puis tu as ceux qui disent hey, sais-tu quoi? Pendant 1 an, je vais prendre un entraîneur, il va me dire les bases, puis après ça, au besoin, si je sens que j'ai plus besoin de lui, je vais continuer mes programmes. C'est la même chose. C'est la même chose. Je dis pas que tout le monde doit suivre une formation. Je dis juste qu'il y a des lignes directives qu'il faut suivre quand on commence quelque chose. Premièrement, avec les expositions au froid, on est conditionné, on dirait, dans notre physiologie, dans notre société, je devrais dire, que more is better. Plus je fais de reps, mieux que c'est. Plus je lève de livres, mieux que c'est. Plus. Avec les expositions au froid, là, more is not better. Parce que c'est un stress hormétique. Donc, il y a une curve à ton stress hormétique. Tu as là, genre, c'est du bon stress. Oh, trop de stress. Mauvais stress. Puis, elle est fine, la couche. Puis, je peux pas te le dire, à 3 minutes 30, tu es rendu dans un stress où est-ce que c'est néfaste. C'est dur à dire parce que le stress hormétique, c'est cumulatif. Fait que le jeûne intermittent, les sources de chaleur, jeûne intermittent, c'est un stress hormétique. Tout stress hormétique se ramène à nos cellules, OK? Fait que le jeûne intermittent, c'est au niveau de la nourriture. L'exercice physique, c'est quand même des micro-déchirures, des choses comme ça. Il va y avoir de l'inflammation aussi. Le chaud, le froid, c'est un stress thermal. Puis il y a aussi, au niveau de l'oxygène aussi, qu'on peut faire un stress à ce niveau-là. Fait que si quelqu'un a plein de stress hormétique, ben, on ne lui encouragera pas de pousser le stress hormétique avec le thermal, mettons le chaud ou le froid, parce que c'est un cumulatif. Puis encore une fois, c'est différent pour chaque personne. OK? Fait que, première chose, l'exposition au froid, là, j'ai fait 5 minutes, j'ai fait 10 minutes. Quand j'entends ça, là, je me dis, tu es en train d'accélérer le vieillissement de tes cellules, tu n'es pas en train de le ralentir. Donc, tu n'es pas en train d'aller chercher les bienfaits thérapeutiques. OK? Des fois, là, des commentaires que j'ai eus, ça me prend 6 heures à me réchauffer complètement. Je vais faire attention parce que je ne voudrais pas que certaines personnes se reconnaissent, là. Mais je veux dire, comme toute chose, on peut développer des séquelles, OK? Fait que, si tu veux, je peux donner quelques lignes directives de qu'est-ce que c'est une bonne pratique sécuritaire. Premièrement, on fera une parenthèse pour ça, mais assure-toi que tu n'as pas de contre-indication. C'est pas mal la base des choses, hein? Deuxième chose, j'aime employer le terme progression intelligente. Ça, c'est un mot que j'aime dire, là. Pourquoi? Parce que ça le dit. Progression intelligente. Essaie pas de sauter d'étape. Passe pas de 1 minute à 10 minutes. Passe pas de 5 degrés Celsius ton eau à 0 puis en augmentant ton temps. Les lignes directives que nous, on donne à l'académie, c'est quand tu choisis une variable puis tu stick to it. Okay. Fait que si, admettons, tu restes 1 minute dans ton exposition au froid, que ta température, tu sais, comme là, on est en changement de saison, là, 1 minute à la température extérieure là, versus dans 1 mois, on va avoir descendu beaucoup, tu comprends? Fait que si, admettons, ta température est à 10 degrés Celsius, garde-toi 1 minute parce que dans 1 semaine, ça va être 9, 8, puis à un moment donné, tu vas être déjà rendu à 2 puis à 3. Puis à un moment donné, quand tu vas être rendu dans le coin de 0 degrés Celsius, ben là, tu t'attaqueras à la variable du temps. Tu comprends-tu? Parce que tu vas avoir progressivement travaillé sur la variable de la température. Fait qu'il y a plusieurs choses. Une autre variable aussi, c'est le positionnement, mais si je fais mon immersion au froid jusqu'en bas de ma poitrine, puis finalement, je décide que je vais jusqu'au niveau de la nuque, aïe, ça, là, il y a une grosse différence en tabarouette. Fait que tu peux rester à ton 10 degrés, tu peux rester en ton 1 minute, puis tu peux dire, à place de rester jusqu'au niveau de la poitrine, je poursuis mon exposition jusqu'au niveau de la nuque. Fait qu'il y a des variables qu'il faut prendre en considération, puis y aller de façon progressive. Ton corps, là, si tu restes 2 minutes dans un bain de glace, puis tu n'en as jamais fait, puis tu te mets à faire ça 5 jours, 7 jours semaine, tes capillaires puis ton système cardiovasculaire, de même, sont supposés de s'adapter rapidement. Non, il y a un certain temps d'adaptation qu'il faut permettre à son corps. C'est des muscles aussi, entre autres, le système cardiovasculaire. Fait que progression intelligente, c'est ce que je veux qu'on rappelle. C'est qu'on y va de façon progressive. Ça, c'est super important. Puis, sinon, si on suit avec la progression intelligente, je recommande quand même aux gens d'avoir un journal de bord. Tu es capable de voir la température, comment j'ai resté. Puis tu peux dire aussi, durant la journée, combien de temps ça m'a pris avant que je retourne. En anglais, on dit un thermal comfort, un confort thermal. Est-ce que ça m'a pris 30 minutes? Est-ce que ça m'a pris 2 heures? Est-ce qu'après 3 heures, j'avais encore froid? Si c'est encore froid après 3 heures,
clairement que ça marche pas, ton affaire. Là, Tu tu l'as sais. fait un peu trop longtemps. Non, c'est ça, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, les choses à faire attention. Puis, tu sais, le positionnement, là, on parle pas de ça, hein, on n'entend pas Le parler. positionnement de à quelle profondeur Tes tu mains, t'immerges? ta OK. tête, tes oreilles, tes pieds. Tu sais, on pense pas à ça, mais il y a plein de choses. Je te fais un partage, OK? Puis le partage est très, très honnête et très sincère. Quand j'ai commencé mes expositions au froid, ça fait plus de 6 ans, OK? Après ça, je suis allé me certifier en Espagne, dans les Pyrénées, puis ensuite en Pologne. Mais entre l'Espagne et la Pologne, j'étais devenu instructeur, tu sais. Puis je suivais ce que Wim Hof il disait dans ses formations. Il disait, pour les gens qui ont le syndrome de Raynaud, ça, c'est les extrémités mauvaise circulation périphérique. Lui, il y avait ces petites vidéos, là. Tu mettais un bocal, tu mettais de la glace dedans, puis c'était des petits exercices. 1 minute, 2 minutes. Tu restes là-dedans, après ça, tu shakes tes mains, tu sais, à la méthode Wim Hof. Là. Wim Hof, là, va falloir qu'il se remette un petit peu à jour. Là. Tu shakes ça, puis je te dis, ça part, puis le témoignage de 5-6 personnes. Fait que, tu sais, tu le fais, hein? Tu le fais, crème, t'as été formé par eux, puis c'est crédible, ils sont connus. Moi, j'ai empiré tellement ma condition. Je te parle présentement, mes mains sont gelées bien raides. Puis je l'ai fait pendant 2 ans, ces exercices-là, puis ça n'a rien donné. Ça a juste empiré mes capillaires, puis mes récepteurs, puis mes nerfs. Fait que, tu sais, quand que je dis progression intelligente, ça, c'est une chose. Tes doigts blanches. Ben, ils sont froids. Je te toucherais, puis genre, si mes mains sont froides. Mais, tu sais, quand on dit, mettons, Susanna Soberg qui dit un commentaire, moi, je ramène toujours, peu importe c'est qui dit de quoi, écoute les signaux de ton corps. Pourquoi? Parce que j'ai écouté. Tu sais, tu comprends-tu? Je fais attention, je suis quand même instructeur certifié, là. Mais j'ai écouté ce qu'on enseignait dans des formations, je l'ai mis en pratique pendant 2 ans, puis ça a juste empiré ma condition. Fait que, suite, évidemment, j'ai une expérience personnelle qui est quand même tangible. Là. J'ai quand même formé plus de 1000 personnes, puis j'ai plusieurs années dans le domaine. Après ça, tu dis, OK, j'entends ce que tu dis, j'analyse les données, je vais l'essayer, puis je vais voir si c'est ce que je ressens. Tu sais? Fait que de là, la progression intelligente, écoute ton corps, puis le positionnement, il est super important. Les mains, la tête, là. La tête, on ne met pas ça sous l'eau. Puis ça sera un autre sujet. Je sais qu'il y a des gens qui font... C'est le fun, hein, sur Instagram, là, ou TikTok, la tête sous l'eau, hey, c'est un bon hook, les gens accrochent. Ouais, mais tu ne montres pas une bonne pratique sécuritaire, honnêtement. Une dernière affaire que tu n'as pas parlé, que je pensais que tu allais commencer avec ça. Ah oui? Le faire dans un endroit sécuritaire aussi. Tout à fait, oui. Et un environnement contrôlé ou supervisé. Oui. Ça, c'est vraiment une des choses qu'on... C'est nous, l'Académie de thermothérapie du Québec, c'est notre pilier de base, là, la sécurité. Là. Puis en même temps, on veut mettre de l'avant la sécurité, mais on ne veut pas délaisser tous les potentiels supplémentaires comme si on fait une exposition dans la nature, exemple. Tu sais, je ne veux pas délaisser les bienfaits d'une exposition froide dans la nature. Tu vas sûrement être accompagné. En fait, on recommande fortement d'être accompagné, mais tu vas sûrement être accompagné de d'autres gens qui pratiquent aussi. Fait que tu as l'aspect social, tu as l'oxytocine, tu as l'effet de groupe, ça, c'est plus motivant, toutes ces choses-là. Tu as l'effet que tu es dans la nature, c'est complètement différent d'immerger dans un bassin chez vous, dans ta cour arrière. Il y a tout l'aspect différent. Fait que nous, on prône les expositions dans la nature. Mais évidemment, on parle, faut qu'il y ait une bonne période de réchauffement, il faut que tu aies accès à une source de chaleur. Sinon, tisane, il y a comme tout, on met quand même des protocoles en place. Mais évidemment, puis tu sais, la dernière chose qu'on veut au Québec, il n'y a pas eu encore de fatalité par rapport à ça. Il y a eu des hypothèses dans des stations thermales ou des choses comme ça, mais c'était pas lié directement avec les expositions froides. Mais tu sais, moi, je suis instructeur Wim Hof, on est plus de 2000, on sait ce qui se passe, on a notre petit groupe de chat, là, on sait ce qui se passe partout à l'international, puis je vous le dis qu'il y a des gens qui décèdent des expositions froides. C'est juste qu'on n'en parle pas. Moi, je veux pas arriver ici puis faire une campagne de peur parce que les bienfaits outreach, ils dépassent solidement les effets néfastes, tu comprends-tu? Faut juste bien le faire. Ben, c'est ça, puis là, l'hiver s'en vient au Québec. Le Canada est le pays avec le plus grand nombre de lacs au monde. Il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des fleuves à profusion. Si vous pensez qu'à minuit, aller faire un aller-retour dans le fleuve Saint-Laurent en plein mois de février, tout seul, pas de lumière, pas de bouée, rien, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous allez avoir. Non, c'est ça. Puis il faut faire attention, puis ça évolue beaucoup, là, ces pratiques-là. Là. Les gens... on parle entre autres de la fille en Russie, je crois, si je me trompe pas. Là. Avant, là. Ouais, c'est ça.
qui, avec sa famille, dans sa cour arrière ou pas loin de son chez-soi, saute dans l'eau, il y a du courant en dessous, puis ses enfants l'ont vu décéder. Là. Juste pour imager, pour ceux qui sont à l'écoute et qui n'ont pas vu le vidéo, c'est pas une vidéo qui est le fun à regarder non plus. Là. Imaginez un lac qui a un trou d'à peu près 1 mètre par 1 mètre dans la glace. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'était un rituel. Pas un rituel, là, mais... C'était, je pense, dans le temps des fêtes. Là. C'était une pratique, c'est ça. Ouais, c'est C'est pas ça. religieux. Là. Ben, je pense qu'un petit peu. Là. OK. Ouais. Puis, eux, faut qu'ils sautent dans l'eau. Ben, il y avait du courant. Ouais. Mais il y a juste un trou dans la glace. C'est ça. Donc, quand la madame a sauté, ben, la madame est partie avec le courant. Ouais. Puis, ça reste que c'est de la glace. Puis, sa vidéo, ben, ça a l'air d'être quasiment un 20-30 cm de glace. C'est quand même épais, ouais. là. Puis Fait- t'attends les enfants crier, puis le mari essaye, puis lui, il n'est pas capable, là, C'est sinon ça. il part. Ouais. Puis, il y a un documentaire sur Netflix sur la nage de glace et tout. Ben, ils ont des cordes. Ils ont des scuba divers Ouais. en dessous de l'eau Ouais. avec des bonbonnes d'oxygène au cas où Ouais. il se passe de quoi. Fait que restez sécuritaire si vous écoutez le podcast puis vous décidez. Ouais. Fait que, premièrement, je me dis, si t'es pas capable de faire un bain de glace de 2 minutes, puis t'as pas les bases du positionnement, genre, tu fais pas ça, là. Tu fais vraiment pas ça, là. T'es pas rendu là, là. vous allez à l'Académie de thermothérapie du Québec, Ouais, vous c'est apprenez ça. pour la Exactement. première fois. Puis je vais vous accompagner, tu sais, parce que, exemple, je vais pas vendre le punch de la suite des choses, mais j'ai quand même fait des entraînements de froid avancés, là, pour des petits défis, là. Puis justement, c'était ça, là. Faut que ça soit structuré, puis tu vas pas nager dans un lac comme ça, là. OK, je suis dans un milieu sécuritaire. Pour Noël, j'ai reçu un bain de glace de chez Amazon. Je mets de la neige dehors chez nous, je la fais fondre avec de quoi. Ou je suis dehors, je fais un bain de glace. Y a-tu. Ben, pour n'importe qui a déjà sauté dans un bain de glace ou une rivière froide l'été après un training, le cœur, il se met à pomper pas mal. Puis bien souvent, la respiration commence à shaker un peu. Ouais. Ouais. Y a-tu des conseils au niveau de la respiration à faire? Tout à fait. Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est un petit peu tricky. Je t'explique. Normalement, dans une situation de stress, ton cœur va accélérer, right? Ouais. Dans le bain de glace ou dans une exposition au froid, ton cœur va sûrement accélérer au début avant de faire ton immersion. Si c'est ta première fois, puis t'es comme, OK, je le fais. Mais si t'es habitué, ça fait partie de ta routine, ton cœur va pas vraiment débattre. Mais quand on rentre dans le froid, une des premières choses que ton système nerveux dit à ton système cardiovasculaire, c'est shut tout, dans le sens vasoconstriction des vaisseaux sanguins pour arrêter de perdre la chaleur. Fait que ton cœur va naturellement battre moins vite dans le bain froid. Mais ça, c'est une des rares situations où est-ce que tu es dans une situation de stress puis ton cœur va battre moins rapidement. Fait que ça, c'est une des choses innées, instinctives là, de notre système nerveux, la communication avec notre système cardiovasculaire. C'est comme, OK, c'est une des premières choses qu'il faut faire pour minimiser notre perte de chaleur. Mais une des choses qui est super importante, tu viens de le mentionner, c'est la respiration. Puis tu sais, je m'en rappelle là, de genre 6-7 ans. Là. Pourquoi tu me parles de respiration? Là? Moi, je vais prendre un bain de glace. Là. Qu'est-ce que tu veux me dire avec la respiration? Là? Mais là, après ça, tu rouvres le livre là, de la science, là, puis tu vois plein d'affaires, puis t'es comme, OK, genre, si seulement j'avais su que la respiration pouvait m'aider à ce point-là sur la gestion de mon stress, quand j'étais stressé, oh my God, que ça m'aurait aidé. Fait que tu sais, le bain froid, c'est une situation de stress. Premièrement, tu le fais de façon volontaire normalement, là. Puis tu te dis, comment est-ce que je peux rester dans un bain froid, perdurer, puis avoir un certain plaisir ou des certains bienfaits? C'est que tu rentres dans l'état de stress avec ton système nerveux, donc on appelle ici le volet parasympathique, puis tu veux aller dans le parasympathique, donc détendu en contrôle. Puis c'est tellement... Ça, c'est hot, puis c'est beau à voir quand... Tu sais, je forme plusieurs personnes, puis je leur donne la théorie, puis après ça, à la fin de la formation, ils prennent le bain de glace, puis au début, c'est comme... Puis là, vers la fin de la 2e minute, ils sont détendus, sont présents, puis ils respirent doucement. Tu vois vraiment le glitch de je suis dans le sympathique, puis je m'en vais dans le parasympathique. Puis il y a vraiment une méthode de faire une transition de ton système nerveux, puis c'est vraiment avec ta respiration, parce qu'il y a beaucoup, en anglais, on dit des pathways, il y a beaucoup de connexions avec ton système nerveux puis la respiration qui vont te détendre. Tu sais, premièrement des choses, c'est la respiration nasale. Donc, inspirer le plus possible avec le nez. Si c'est possible, on expire avec le nez. Mais dans une situation de stress,
instinctivement ou de façon innée, la personne va respirer avec la bouche. Là. Tu sais, mettons, tu tombes une glace pour la première fois ou ça fait quelques fois que tu en fais, puis tu vas respirer par la bouche. C'est comme ça qu'on respire. Puis quand tu respires par la bouche, c'est que tu actives le sympathique. Si tu vas dans un bain de glace, puis tu fais juste genre, hey, dans ton système nerveux, puis c'est comme sympathique, 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 sympathique. C'est comme, hey, ça marchera pas, tu resteras pas, c'est impossible. Là, tu sais. Fait que faut que tu essaies de diminuer ta cadence, aller chercher une respiration nasale pour progressivement, tu sais, moins tu respires vite, là, tu envoies des signaux à ton système nerveux, à ton cerveau, etc., comme, OK, c'est pas si pire, on va se calmer, puis ça prend un certain temps, là, tu sais. Puis après ça, tu es capable de basculer là, vers le parasympathique. Puis c'est ça l'objectif là, du bain de glace, là. Est-ce que j'ai essayé de le faire pendant que tu le disais, mais au niveau de la respiration nasale, c'est-tu moi où la respiration, c'est vraiment spécial à dire, c'est comme si c'était plus profonde, comme tu l'amènes au poumon, mais si vous êtes à l'écoute, faites-le, là, inspirez par le nez, tu sais, vous sentez les poumons, mais si vous respirez par la bouche, comme un peu un exemple de stress, vous êtes dans un effort physique, souvent vous faites juste rentrer sur le fly de l'air. Puis ça me fait penser, quand je faisais du biathlon, pour ceux qui ne savent pas encore, on fait un tour de ski, on arrête, on tire 5 balles de fusil, on en repart, on arrête, on tire 5 balles de fusil. Mais pour tirer 5 balles de fusil, on a des techniques de respiration. C'est vraiment niaiseux pour le monde qui ne pense pas, mais c'est comme, ben, ah, mais là, ça doit être impressionnant de faire ça. Bon, moi, je trouvais ça plate à dire, mais c'est comme, ben, j'ai des techniques. Ben, quand j'arrivais, puis c'est un principe, là, les scientifiques, vous pourrez m'ostiner là-dessus, mais je pense que c'est un principe d'osmose. Dans le fond, il faut sortir le CO2 pour que l'oxygène rentre. Donc, si vous faites à l'effort physique, si vous faites une petite expiration, ben, l'oxygène va avoir de la misère à prendre la place des poumons parce que c'est un principe de pression, désolé. Pression. Donc, si vos poumons sont pleins, ben, la pression est haute, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui vont rentrer, mais si la pression est très basse, quand vous allez inspirer, il va y avoir beaucoup de place pour rentrer. Donc, une des techniques, nous qu'on faisait au biathlon, c'est un coach me l'avait dit, il dit ton expiration est plus importante que ton inspiration. Pourquoi? Bien, ça fait le vide pour que l'oxygène puisse rentrer. Donc, si je reviens à notre respiration sous le choc sympathique que tu disais, bien, c'est très en surface, mais il n'y a pas d'oxygène qui peut rentrer dans ton corps, ni au cerveau pour probablement te dire calme-toi. Aussi, ouais, c'est une panoplie des connexions, si on peut dire, des raisons. En fait, quand tu respires vite, c'est que tu fais beaucoup de cycles de respiration par minute. Hein? Puis les cycles de respiration par minute, c'est une des choses qui active au niveau de ton cerveau l'hyperactivité. Fait on dit, plus ton cycle de respiration est bas, ça va envoyer des signaux à ton corps de se détendre. Fait que tu sais, si tu prends une grande expire, c'est un cycle de respiration, t'en fais pas mal moins. Puis j'aime souvent donner la stat suivante. Puis ça, on m'avait partagé ça quand j'avais fait du yoga. Là, j'avais fait une retraite de yoga, puis ça fait plusieurs années. Mais je veux dire, les yogis sont quand même avancés sur la respiration, somme toute. Là. Puis elle m'avait dit qu'en 1950, là, l'Organisation mondiale de la santé disait que si tu avais 12 cycles de respiration par minute, c'était considéré comme de l'hyperventilation. Aujourd'hui, si on va voir les stats de l'Organisation mondiale de la santé, c'est en 12 et 20 cycles de respiration par minute. Fait que c'est comme si, évidemment, en 1950, tu fais 70 ans, mettons, là, mais on se recule de 70 ans, on est tous en train de respirer vraiment trop rapidement. Là. Ça n'a comme aucun rapport. Là. Puis pourquoi? Il y a plein de stimuli, la distraction, la technologie, toutes ces choses-là. On est plus conscient vraiment de notre respiration, mais il faut juste se ramener pour dire si je réduis mon cycle de respiration, ça va calmer mon système nerveux. Tu sais. Fait que tu as ça. Après ça, tu as la respiration nasale qui a vraiment des connexions spécifiques avec le système nerveux du parasympathique. Puis ensuite, tu as l'expiration. Fait que tu as le nez, mais tu as aussi l'expiration. Plus l'expiration est longue et prolongée, plus ça va détendre ton système nerveux via le nerf vague, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on veut faire. On veut réduire le cycle de respiration. On veut essayer, quand on est capable de faire une transition vers une respiration nasale, puis on veut expirer, prolonger, dans le fond, le plus possible son expiration. As-tu un tempo? J'ai déjà entendu ça plus en méditation. Là. Inspiration en 4, break une seconde, puis expiration en 4, 5, 6, 8, tout dépend. Oui, bien, en fait, c'est simple. On peut les décortiquer. Donc, il y a la respiration de carré, que ce soit 4 ou 5 secondes. Là. Inspire 4 ou 5, maintient 4 ou 5, expire, maintient. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement ce que je t'ai mentionné. Ça réduit le cycle de respiration par minute.
Un cycle de carré va représenter environ 20 secondes. Tu fais 3 cycles de respiration par minute. C'est super bon pour ton système nerveux. Tu vas te calmer, tu vas être détendu. Après ça, je ne sais pas si on a déjà entendu parler de inspire pour 4, expire pour 8. Qu'est-ce que tu fais? Tu prolonges ton expiration. Donc, tu actives ton système parasympathique vers le nerf vague. Donc, puis après ça, on dit, OK, respire par le nez. Tu es comme, OK, c'est parce qu'on veut aller vers le parasympathique. Puis à l'inverse, tu as d'autres techniques de respiration qui disent, OK, respire par la bouche. Puis un petit peu des techniques Wim Hof. Ben ça, tu veux stimuler ton système nerveux. La bouche, elle, va stimuler, là, en fait, le volet sympathique. Il y a beaucoup, quand tu es capable de comme comprendre un peu cette construction-là de ta respiration, tu es capable de savoir comment l'utiliser dans des moments spécifiques, mettons. Fait que pour un bain de glace, une exposition au froid, idéalement, c'est de... peu importe ce que vous faites juste penser à descendre le nombre de respirations par minute. Ouais. Puis au début, c'est facile à dire, là. Je veux dire, nous, assis ici, c'est super facile, là. Dans votre char, en train de conduire, faire un 4x4, là, c'est 4x4, là, ça va bien, là. Ouais, mais je veux dire, prendre un bain de glace, c'est juste pour que tu conditionnes ton cerveau à dire, quand je fais mon exposition au froid, la chose la plus importante, c'est ma respiration. Puis ça a l'air niaiseux, là, mais c'est ça. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas rester. C'est ça qui va faire en sorte que ton état de stress, tu n'es plus en état sympathique, tu es rendu en parasympathique. Fait que tu es plus détendu, tu es comme, OK, c'est moins stressant, c'est moins douloureux. Ah, finalement, je suis en contrôle. Tu sais, c'est ça, c'est ça. On a parlé beaucoup de l'anxiété, puis le bienfait de la thermo puis de la cryothérapie. Ouais. On n'a pas encore parlé du TDAH. Ouais. Côté TDAH, est-ce qu'il y a aussi des bienfaits qui peuvent avoir lieu? Ça, dans le fond, en toute franchise, j'ai pas trouvé d'études spécifiques. C'est vraiment des corrélations. OK. Donc, on le sait, ça, c'est pas nouveau. Puis ça, c'est des choses que je crois, là, mais je veux dire, la science a démontré avec les expositions au froid. La dopamine puis la noradrénaline, ça, c'est vraiment stimulé. Il y a une élévation de ça quand on fait des expositions au froid. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, plus spécifiquement un neuromodulateur, mais on peut y aller avec un neurotransmetteur. Ça joue avec les connexions, les synapses au niveau de notre cerveau, notre système nerveux. À l'inverse, la noradrénaline, elle a elle a deux fonctions. Tu as la noradrénaline au niveau hormonal, puis la noradrénaline au niveau neurochimique. Donc, elle aussi, elle joue un petit peu au niveau de notre système nerveux. Quand on parle des expositions au froid et qu'on parle de la noradrénaline, on va plus parler au niveau hormonal. Petite parenthèse, noradrénaline, ça sonne comme l'adrénaline. Ben, c'est pas mal dans la même famille. Ça fait relativement la même chose, sauf que l'adrénaline, ça va être un petit peu plus intense. La noradrénaline, ça va être moins intense, mais ça participe à la gestion du glucose, du sucre et à l'énergie dans notre corps. Si tu as une élévation de ça, physiologiquement, tu as plus d'énergie au niveau de tes cellules, tu as plus d'énergie dans ton corps. Puis évidemment, l'hormone et l'effet neurochimique, quand tu as une élévation, il y a quand même une corrélation avec ça. Ceci étant dit, on a ces données-là avec le froid. On va aller vers le TDA puis le TDAH. Qu'est-ce qui a été démontré? Puis c'est quoi la médication qu'on utilise pour ça? On se dit, si il y a une médication qui démontre des choses puis que le froid démontre des choses, ben on peut dire que ça va travailler dans la même direction. Ça ne fera pas le même effet. Évidemment, la médication a de nombreuses études, puis je veux dire, la médication, c'est la médication, là. Donc, la médication pour le TDA et le TDAH, tu as les psychostimulants et les non-psychostimulants. Tu as deux gammes de médications. Les psychostimulants vont jouer au niveau des récepteurs et de la dopamine, et les non-psychostimulants vont jouer au niveau des récepteurs et de la noradrénaline. Fait au niveau de la connexion à ce niveau-là, tu comprends-tu? Fait que là, dans le fond, c'est juste, tu te poses la question suivante. Puis après ça, tu fais ta thèse ou ton hypothèse comme tu le sens, mais il y a quand même une corrélation. Si la médication joue sur ces deux neurotransmetteurs-là, neurotransmetteurs, en tout cas neurochimiques, etc., pour l'élever puis qu'il y ait une meilleure connexion pour que les gens soient plus concentrés dans le moment présent, et que les expositions au froid ont démontré dans certaines études de 250 % à la dopamine et 530 % à la noradrénaline, ça aurait tendance à dire que, évidemment, ça participe grandement à une meilleure concentration. Puis, autre que par corrélation, ben là, on peut se fier à des centaines et des milliers de témoignages de gens qui disent « Quand je fais une exposition au froid, je me sens plus concentré, plus dans le moment présent. » Fait qu'on est quand même dans l'hypothétique, mais je suis quand même à l'aise en sachant qu'est-ce que le froid fait avec spécifiquement la dopamine et la noradrénaline. Et j'ai quand même étudié aussi un petit peu la médication des TDAH parce que
je suis quelqu'un qui a un petit TDAH. Je vois qu'il y a une corrélation. Tu sais. Je vois vraiment. Mais je veux juste faire un petit disclaimer. Là. Je veux vraiment pas que personne pense qu'on arrête de la médication TDAH pour faire les cold plunge. Là. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis juste qu'il peut y avoir une bonne corrélation. Puis si c'est quelque chose que vous voulez explorer, je vous invite à le faire avec votre médecin. Très bonne réponse. Sinon, on va prendre moi un exemple. T'attaques personne. Je veux essayer l'exposition au froid chez nous. Est-ce que tu as un protocole de base d'exposition au froid que je pourrais essayer? Tout à fait. Moi, je dis que tout le monde peut commencer avec les douches froides. Simple, accessible. On va se le dire, on est choyé. Au Québec, on a accès à ça. Au Mexique, l'eau n'est pas froide quand tu prends une douche. Dubaï, l'été, c'est ça. Fait qu'on a quand même une chance à ce niveau-là. Puis, tu sais, commencer. Si tu n'as jamais fait d'exposition au froid, puis tu es comme, je l'entends parler partout, puis je vais essayer, puis là, je ne veux pas faire ce qu'Alex a dit, je ne veux pas surcharger mon système nerveux, tu peux commencer avec un 30 secondes. Mais, il faut juste mentionner, je veux quand même le dire, hein. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé, quand tu fais une exposition au froid, tu es dans le sympathique, puis une transition progressive avec la respiration vers le parasympathique. En moyenne, je donne des chiffres, c'est une moyenne, ça prend environ 45 secondes. Fait que si tu fais ta douche froide, 30 secondes, c'est fort probable que tu ne passeras pas dans ton parasympathique détendu, tu comprends-tu? Fait que moi, je veux juste laisser sous-entendre que ton expérience à une exposition au froid en 30 secondes, il ne faut pas que tu penses que c'est ça si tu fais 2 minutes. Parce qu'à un moment donné, ton système nerveux se calme. Il y a vraiment cet apaisement-là. Puis, une autre petite chose que je peux dire, beaucoup de gens vont préférer les bains de glace ou les bains froids. Tu peux, dans une baignoire, faire couler ton eau froide, puis faire une exposition au froid là. C'est un autre sujet là, pour l'éthique de l'utilisation de l'eau, puis tout ça. Là. Moi, je parle juste les options. Là. Je ne dis pas qu'est-ce qui est mieux ou pas. Quand je fais une exposition au froid, puis ça, on va appeler ça stagnante versus courante. OK? Donc, un bain, tu le fais couler, il n'y a plus de champlure, il n'y a rien, tu l'arrêtes, l'eau ne bouge plus. Donc, c'est de l'eau stagnante. Ta douche, tu lèves la champlure, c'est de l'eau courante. Elle coule toujours. D'autres exemples de ça peut être une rivière, une chute. Hein, il y a toujours un mouvement dans l'eau. On va prendre ces deux contextes-là, donc une exposition au froid dans de l'eau stagnante et de l'eau courante. Dans de l'eau stagnante, ta température de ton corps va vouloir sortir, évidemment, c'est froid, donc il y a un échange thermique à ce niveau-là. Et je fais mon exposition au froid, je prends mon positionnement, j'arrête de bouger quand je fais mon immersion complète. Et là, après un certain temps, la perception du froid va être va être plus tolérable, va être moins amplifiée. Pourquoi? Ta chaleur, elle sort, le froid se colle contre ta peau, il y a une petite pellicule qui vient se former dans le fond. Dans de l'eau courante, elle se détache, la pellicule. Elle n'est pas là, tu comprends-tu? Fait que ta douche, c'est de l'eau courante. Fait que c'est comme toujours un petit peu, je vais faire attention, mais c'est toujours un petit peu agressant. Tu comprends-tu? Il n'y a pas un moment où est-ce que tu dis, OK, après 30 secondes dans mon bain froid, je suis détendu, OK, c'est moins froid. Tu n'as pas ça avec l'eau courante. Fait que ça aussi, c'est des variables. Tu sais, quand on dit progression intelligente, tu ne feras jamais le même temps d'exposition dans une rivière que dans un bain de glace. Là. Non, parce que tu vas avoir une perte de chaleur beaucoup plus accélérée vu que c'est de l'eau courante. Puis toi, je sais que Susanna Soberg, elle est très de l'école. Il faut juste qu'il y ait un choc. Tu n'es pas obligé d'avoir l'eau à 0 degré. Si vous essayez votre douche froide, ben, je vais essayer ma douche froide puis qu'elle n'est pas à 0 degré Celsius. Ce n'est pas grave, du moins qu'il y ait un certain choc. Elle, c'est vraiment son école. Est-ce que toi, tu as un peu cette école-là aussi de. Puis, tu sais, je le pense à. Hey, la première fois que je vais le faire, là, je vais peut-être pas le mettre au plus frais. En plein ça? Pourquoi? C'est super correct. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une progression intelligente. Puis là, vu que tu vas voir ton cheminement, que tu mets un petit peu plus froid, puis tu restes plus longtemps, qu'est-ce que ça fait? Tu vas avoir des dopamine hits. Fait que là, tu vas être content parce que tu vas avoir ta progression. Commence à un point où est-ce que c'est inconfortable, puis travaille aussi avec ça. Tu sais, le but, c'est de créer une routine, une habitude. Tu ne veux pas commencer trop intense, puis tu es comme, non, finalement, ça ne me tente pas. Mais ça, oui, je suis d'accord avec Susanna Soberg parce que cette approche-là, puis c'est l'approche que j'ai, là, c'est que tu es capable de rejoindre beaucoup plus de gens. Puis il va toujours avoir une petite partie de gens qui vont vouloir faire des 10 minutes dans un bain de glace, puis on va se dépasser, puis toutes ces choses-là. Mais ces gens-là, tu leur dis pourquoi tu fais les expositions au froid. Il faut que tu leur questionnes pourquoi. Puis tu es capable d'avoir une autre approche aussi avec ça. Mais je trouve que c'est une approche beaucoup plus accessible
quand tu dis il faut juste que tu aies un choc. Puis c'est vrai, là. On ne dit pas ça pour faire un cold shower, cold plunge. Non, c'est vrai, là. Dès que tu as un choc, ton corps réagit. Puis au niveau de ta gestion de ton stress, de ta respiration, tout ça participe à aller chercher plein de bienfaits, là. Dernière question sur le fret, après ça, on tombe sur le chaud. Puis, elle est comme relié au chaud en plus. Est-ce que je suis mieux de commencer froid, finir chaud ou commencer chaud? Mettons, j'ai vraiment pensé à moi matin demain matin dans la douche. OK, je la mets chaud. Est-ce que je rentre dans le fret? Puis après ça, je vais la mettre chaude? Dans ou je le la mets fret, j'aime chaud? ça. Pas dans le froid, dans le fret. Ça, c'est froid, là. Ou je prends ma douche, puis la dernière minute, dernière 30 secondes, je la mets dans l'eau froide. Ça serait quoi ton conseil? Ouais. En fait, la réponse, elle se divise. Genre, faut comme la décortiquer, ta question. Il y a une grande partie des bienfaits qui va être présent, entre autres, au niveau de ta thermorégulation, de ta thermogenèse. Donc, le principe de te réchauffer de façon métabolique avec la graisse brune, ça arrive quand tu as besoin de te réchauffer. Donc, je mets un exemple concret. Si tu vas dans le froid, puis après ça, tu vas dans le chaud, ben, la source extérieure de l'eau, de la température, le sauna, peu importe, va te réchauffer. Tu skippes là, l'aspect comme métabolique de graisse brune que, OK, là, il faut augmenter la température parce qu'elle est basse. Cependant, tu vas quand même aller chercher de la dopamine, tu vas quand même aller chercher de la noradrénaline. C'est dur à dire présentement parce que les études n'ont pas été faites dans ce contexte-là. Certaines études. Donc, moi, ce que j'aime dire, c'est que si tu veux faire une exposition au froid et que tu as besoin d'avoir le chaud après, fine, parfait, tu commences. Tu comprends-tu? Ça te met un pied dans la porte d'essayer la thermothérapie, le chaud, le froid, le contraste, toutes ces choses-là. C'est super bon. Mais si tu m'arrives et tu dis, Alex, exemple, OK, je mets vraiment des exemples fictifs. Là. Oui. Genre, tu sais, parce que dans le fond, la période de réchauffement, la graisse brune a démontré des effets sur la gestion du sucre, donc les gens qui sont prédiabétiques. Après ça, au niveau de la santé cellulaire, au niveau de la gestion des graisses, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de bienfaits. Tu sais, c'est vraiment cellulaire. Là. On va vraiment activer cette partie-là, puis on apporte beaucoup de pep, d'énergie, de santé. Fait que, tu sais, si tu dis, je suis prédiabétique, mon métabolisme, il est lent, je sens que j'ai moins d'énergie, ben on va l'activer avec une... Tu sais, réchauffe-toi de façon naturelle après. Là, tu sais, ça serait une meilleure approche. Cependant, on met du concret. Si tu vas dans un sauna, il faut que je mette des chiffres, les gens vont plus comprendre. OK. En moyenne, là, notre température corporelle au niveau de nos organes, notre corps, c'est entre du 36,5 à du 37,5. OK, on va garder ça très, très simple. On va dire... Oui. On va dire 37 pour garder ça simple, OK? Oui. 37. Si je vais dans le chaud, dans le sauna, ben là, je vais être à 37 en rentrant. Puis 10 minutes après, je vais être à 37,5, 38. Puis là, après, tu es comme, je vais aller dans le froid. Mais là, tu pars de 38, tu vas baisser à du 37,5, puis tu vas aller à du 37. Puis après ça, tu vas sortir de là, puis tu vas dire, j'active mon métabolisme. Alex, il me dit que j'ai fini avec le froid. Non, parce que l'activation de ton métabolisme, la thermogenèse pour te réchauffer, il faut que tu sois en bas de ton core temperature. Tu comprends-tu? Fait que ton chaud, si tu le fais avant, mais tu fais ton froid, puis tu vas pas en bas de ta température comme de confort, d'homéostasie, ben là, tu vas pas l'activer, cette partie-là. Là, fait qu'il y a quand même ça. Puis juste pour donner une idée, moi, j'ai participé à une étude scientifique à Ottawa. J'ai fait comme plusieurs immersions au froid, puis où est-ce que j'ai pas le terme scientifique, là, mais j'avais un thermomètre qui passait dans le nez puis qui descendait jusqu'au niveau du cœur. Super désagréable. J'allais dire que ça quand on parle de genre, hey, respire puis calme-toi, là, ça va pas bien. Mais une journée, je me rappelle, j'étais à du 37 point quelque chose, mon core temperature avant de faire l'exposition au froid. Puis l'autre journée, j'étais à du 36,5. Fait que même une personne peut avoir, ça peut varier sa température interne là, par rapport à différents facteurs. Là. Je parle. C'était-tu pris à même heure, la température? Non, je pense pas. C'était pas pris la même journée. Là. C'était comme j'avais 3 immersions au froid, mais c'était des journées différentes, là, dans des mois différents. Là. OK. Ouais. Parce qu'il me semble que j'avais lu que même dans ta journée, dans ton 24 heures, je pense que pour s'endormir, le corps se refroidit. Non? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est souvent une des choses que les gens
Ça, c'est une autre question qu'on me demande souvent. Est-ce que je devrais faire mon exposition froide le matin ou le soir? Puis c'est comme, quand je le fais le soir, je suis pas capable de me réchauffer. Ben non, parce que ton corps, il descend sa température pour que tu ailles te coucher. Tu comprends-tu? Mais pour d'autres personnes, quand je te dis qu'il n'y a pas de vérité absolue, essaye-le. Il y a des gens qui vont prendre la douche froide, puis vu que ça descend de 1 degré, là, après ça, ils sont capables de s'endormir. Tu comprends-tu? Mais pour l'autre personne, lui, il va ressentir la noradrénaline, full d'énergie. Hey, je suis pas capable de dormir. Fait que tu sais, ce que j'apprécie là, de mon je me vante, là, mais je l'assume. Ce que j'apprécie, c'est que je trouve que je suis quand même neutre et détaché. J'écoute la littérature, mais j'écoute aussi le partage des gens parce que j'ai accompagné des centaines de personnes là, dans leur intégration des expositions au froid et du chaud. Puis c'est ça que tu vois, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Fait que tu sais, je pourrais te dire, prendre une douche froide le soir, ça va descendre ta température. Puis là, tu vas être comme, hey, j'ai pas. Moi, j'en ai eu là, des gens, là, hey, j'ai pas dormi de la nuit, puis c'était une douche. Puis t'es comme, oh mon Dieu, une douche, puis ça te fait ça, tu sais. Fait que c'est ça, il y a plusieurs variables là, à prendre en considération. Fait que je sais pas si je réponds à ta question, si c'est mieux de faire le chaud ou le froid, là, mais il y a plusieurs variables à prendre en considération. Mais tu pourrais juste faire le froid, Philippe. Pas besoin de chaud. Mais j'avais un peu le même principe quand on parlait de la méditation, encore avec Ariane. Moi, je suis quelqu'un que la méditation, ça m'endort. Là. Il y en a qui disent moi, je fais ça à 6h30 le matin. Je suis comme, t'es-tu malade? Je te confirme que je me rendors. Puis on avait parlé d'un tapis de Spike. Là. Mais c'est drôle parce qu'il y a un mois, là, je sais pas, t'as-tu déjà vu ça? Un quoi? Un shiitake mat. C'est un. Avec ça... les affaires qui piquent partout? Ouais. Oui, ça. Ouais. Puis j'en ai un. OK. Puis pour vrai, là, il y a un mois à peu près, je me suis endormi dessus. Puis là, tu sais, moi, souvent, je fais du 15 à 30 minutes là, quand je médite. Là, je suis comme. Je me lève la tête. Je suis comme, ça fait longtemps que la musique est arrêtée. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Je check l'heure, il est rendu 11h30. Je m'étais couché à 9h30. Je suis comme. Oups! Quand je l'ai enlevé, je suis comme, attends, non, c'est un peu. Ça prend un peu plus de temps à revenir avec la normale. Mais j'avais lu qu'il y avait du monde qui s'endormait dessus, puis j'étais comme sur malade. Ben, quand t'es détendu, puis, tu sais, l'application de cette compagnie-là qui fait les tapis ont un exercice de méditation. Ben, il y en a plein, là. Mais il y en a une que j'ai tombé en amour avec. Puis oui, c'est du 4 puis 8. Mais 4 puis 8, là, la première fois que tu le fais, là, t'es à bout de souffle. Mm-hmm. Mais quand t'es rentré, puis tu sais comment faire ton 4 puis ton 8, puis tu le contrôles bien, ça détend pour vrai. Fait que, non, c'est ça, je comprends que moi, je sais pas avec le froid, mais ça sera essayé, puis le fun. Fait que là, on prenait une petite douche frette. Ouais. Là, on parle du chaud. Oui. Les saunas. Le bout est un peu plus confortable pour la majorité du monde. Ouais. Une des choses que beaucoup de mes quand on va dans des spas ou dans des gyms, me disent, je peux pas prendre de sauna, je suis pas capable de rester dedans, je suis pas capable de respirer. C'est-tu le même concept dans le sauna pour la respiration? J'aurais tendance à dire ça dépend, mais si la personne a de la misère avec la gestion de la chaleur, puis c'est un stress pour elle, c'est sûr qu'à réduire son cycle de respiration, tout ça, ça va calmer le système nerveux, ça va réduire le rythme du battement cardiaque. Mais j'aurais tendance à dire peut-être que son... comment bien dire le mot en français? Peut-être que son adaptation thermale part d'un petit peu plus loin. Fait que peut-être que de rester soit moins longtemps ou de diminuer un petit peu la température, puis de travailler justement avec cette progression-là. Parce que le chaud, c'est intégré quand même dans notre culture aussi, là, je veux dire, plus dans les pays scandinaves, mais c'est quand même, fait que, les saunas, c'est pas tant nouveau, mais il y a quand même une période d'adaptation aussi au niveau de notre corps, là, fait que ça reste que c'est un choc thermique. Fait que des fois, j'aurais tendance à dire ça. Quelqu'un qui est... Ce que j'ai en tête, c'est qu'on pourrait prendre la même stratégie que tu mentionnais tantôt, que si quelqu'un prend de quoi de super chaud, puis qu'après ça va au fret, mais il faut au froid, il faut que sa température corporelle descende. Mais est-ce que prendre une douche froide, quelqu'un qui n'est pas habitué à un sauna, prendre une douche peut-être pas glaciale, mais plus froide avant de rentrer dans le sauna pourrait l'aider à faire une certaine transition? Ça pourrait, oui, ça pourrait. Moi, dans des pratiques personnelles, quand je vais dans des cérémonies of Gus,
Souvent, je vais prendre un petit cold plunge avant de rentrer dans la cérémonie parce que c'est très chaud. Ça me permet de rester plus longtemps. Donc, effectivement, on comprend que le thermomètre est plus bas, donc ça va y prendre plus de temps à monter. Donc, oui, ça pourrait être une pratique. Si la personne veut chercher des bienfaits spécifiques avec le chaud et sans le besoin d'aller dans le froid avant, mais on vient comme un peu contrebalancer parce que les bienfaits du chaud, tu vas les avoir quand que tu dépasses une certaine température, ou est-ce que tout ton corps s'adapte avec l'ouverture justement de la sudation puis toutes ces choses-là, là. L'accélération du battement cardiaque, toutes ces choses-là. Mais oui, ça peut être quelque chose. Mettons que tu es avec plusieurs amis puis tu es comme hey, je ne tolère pas le chaud, ben, tu peux aller dans le froid un petit peu avant pour. On est plus dans un contexte social là, que thérapeutique, là. Mais je veux dire, ouais. On parlait de sécurité tantôt. Il y a de la sécurité aussi à faire avec le chaud. Ouais. De ne pas rester trop longtemps non plus. Suivre les directives. Si vous allez dans un hôtel, c'est souvent écrit pas de femme enceinte, pas de boisson avant. Là. Non. On se comprend. Ouais. Mais une partie importante, c'est l'hydratation. Oui. Avant, pendant et après, Ouais. c'est quoi la recommandation d'hydratation dans un... C'est à peu près une moyenne. On va dire, pour donner un conseil très familier, là, c'est à peu près au moins, il faut que tu prennes au moins un verre d'eau en 10 à 15 minutes, tout dépendamment de la température. Fait que si tu fais une session de sauna, là, durant ta session, tu as perdu environ un verre d'eau. Fait que si tu sors, il faut que tu prennes un verre d'eau. Mais l'affaire qui est dangereuse, c'est si tu en fais plusieurs. Tu sais, mettons, tu vas dans une station thermale, tu fais plusieurs cycles, puis là, tu ne bois pas, mais là, ça commence à s'accumuler, là. Fait que ça, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Évidemment, il y a tout l'aspect des électrolytes, toutes ces choses-là. Là. Ça aussi, on recommande quand même fortement d'en utiliser. Mais si on est capable d'avoir justement une source d'eau, là, puis de prendre au moins un verre d'eau, c'est comme le minimum, là. Ça, je te dirais que c'est comme la base. Puis c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé aussi. Ouais. Ouais. Genre, tu sais, j'imagine les dernières fois que... Je repense aux dernières fois que je suis allé dans un spa. T'es avec des amis, tu jases, tu vois pas le temps passer. Ça fait 1 heure que t'es dans le spa, puis t'as bu 2 gorgées d'eau, là. Oui, ça aussi. Je veux juste dire, moi, c'était dans un sauna que je faisais la calculation. OK. Le calcul. OK, merci. En anglais, calculation, mais en français, oui. Ouais. Mais c'est ça, fait que... Mais effectivement, le spa aussi, là, c'était important. Oui, oui. Puis, sinon, peut-être pour revenir, je viens de penser à quelque chose, pour revenir à ton ami / collègue qui a de la misère avec la chaleur. Les mains, les pieds et la tête, c'est un des endroits où est-ce que soit on perd le plus de chaleur ou on absorbe le plus de chaleur. Fait que ça a l'air contre-intuitif, mais s'il met un chapeau dans un sauna, ça va moins le réchauffer rapidement. Ouais. OK, parce que les Ça, pays c'est... scandinaves, des fois, ils mettent des Ben tubes. oui, absolument. Puis tu sais, dans les choses qu'on parle pas des saunas, ça brise solidement les cheveux. Fait que les femmes qui mettent ça, je comprends amplement. Ben les femmes, je veux dire, tout sexe, là. Mais puis sinon, je trouve qu'il y a des choses qu'ils disent pas. Puis là, c'est des observations, mais j'ai l'impression qu'au niveau, vu qu'on sue beaucoup le sébum, l'eau, tu sais, qui nourrit notre peau, tout ça, j'ai pas vu d'études concrètes actuellement là-dessus, mais j'aurais tendance à dire une bonne hydratation là, du visage là, après avec une crème, je recommande. Puis ça, c'est purement dans moi ce que je vois, là, je viens tout déshydrater au niveau de la peau du visage. Là. Fait que c'est des petites choses des fois qu'on parle pas dans le sauna, tu sais, mais protéger les cheveux, l'hydratation définitivement là, avec de l'eau aussi. Là. Good. Ah, puis peut-être une autre affaire. Ouais, donc. C'est que, tu sais, on entend des fois le choc thermique. Ah, c'est Ouais. quoi le choc thermique? Le choc thermique, si tu fais juste le froid, là, je veux quand même faire attention. Le froid va donner un choc thermique sur tes cellules, mais ce qui est connu du choc thermique, c'est le petit buzz. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ah, j'ai eu un choc thermique, puis... OK, je t'explique. Si tu fais- Ma face, pour ceux qui sont dans l'audio, ma face, Ouais, c'était non. 3 points d'interrogation avec gros majuscule. Dans le fond, si tu fais juste une exposition au froid, tu n'auras pas le choc thermique, un choc thermique spécifique. Si tu fais juste une exposition au chaud, tu n'auras pas l'effet connu du choc thermique. Si tu vas dans le chaud et ensuite tu vas dans le froid, c'est là qu'on va enclencher un genre de choc thermique où est-ce qu'il va y avoir un relâchement intense de plusieurs neurotransmetteurs, entre autres les endorphines. Puis, ce qu'il faut faire attention, c'est que si tu pousses ta chaleur puis tu vas dans un bain froid ou dans un bain de glace, tu vas avoir un choc thermique, là. Tout dépendamment de ton intensité de chaud, là, mais plus tu restes chaud longtemps, puis plus tu vas dans le froid, je veux dire, les choses apparentes du choc thermique, c'est évidemment, tu te sens étourdi, tu te sens faible, souvent très euphorique. Moi, je ris tout le temps. Tu sais,
personne, en tout cas, tout dépendamment de l'intensité, moi, je ne pourrais pas prendre ma voiture après ça. Il faut vraiment que j'aille me déposer. Fait que ça, c'est quand même quelque chose à. Ouais. Fait que moi, j'aurais juste tendance à dire si tu pousses un peu ton sauna, puis tu vas dans le froid après, si jamais tu te sens vraiment étourdi dans le froid, sors du froid. Comme précaution sécuritaire, sors du froid, va te détendre. Là, puis, ouais. Beaucoup de gens, c'est euphorique, là, mais certaines personnes pourraient se demander hey, pourquoi je suis étourdi? C'est le choc thermique de relâchement de plusieurs neurotransmetteurs et l'endorphine. By the way, moi, j'adore. Dans un environnement contrôlé. C'est ça. J'aime tu sais que ton dernier point parce que ça va faire une belle transition avec le sport. Oui. Moi, je suis un fanatique. Quand je vais faire un hike l'été ou courir en trail, j'ai toujours une serviette de microfibre avec moi dans mon sac parce que dès que j'arrive vers le dernier kilomètre, s'il y a une rivière proche, je suis le premier à enlever mes souliers, enlever mes bas, monter mes pants, puis me mettre jusqu'aux genoux, mes cuisses. C'est pas un choc. Ben, c'est un choc thermique, mais c'est pas un buzz de choc thermique, là. Ouais. C'est pas assez intense. Ouais. Mais c'est quand qu'il faut prendre un bain de glace dans le monde du sport? On va revenir à la base de quel est ton objectif. Donc, quelqu'un qui fait de l'endurance versus quelqu'un qui fait de l'hypertrophie ne s'entraîne évidemment pas de la même façon. Non. Donc, on va utiliser deux approches différentes. La personne qui fait de l'endurance, souvent son objectif à elle, ça va être de poursuivre ses entraînements. Donc, si tu cours un marathon, ben, tu dis, ben, dans 2 jours, je vais être capable de continuer à faire un 5 km. Mettons, je ne suis pas un expert dans les programmes de course, là, mais tu veux continuer à t'entraîner. Fait que tu veux récupérer le plus rapidement possible. Donc, la réponse à ça serait, dès que tu finis, tu peux prendre un bain de glace. Même si c'est recommandé pour accélérer la récupération. OK? Quelqu'un qui s'entraîne pour l'hypertrophie, c'est autre chose. On veut vraiment laisser les microdéchirures et le système nerveux assimiler ça pour bâtir le muscle et créer l'hypertrophie, la croissance du muscle. Fait que, puis ça, c'est drôle parce que juste en 3 ans, les études ont changé. OK? Avant, c'était comme 2 heures. Tu attendais minimum 2 heures. Il y a une bonne étude qui a sorti, qui a démontré entre 6 et 8 à cette heure. Dans le fond, les recommandations, c'est entre 6 et 8 heures après un entraînement physique. Tu attends ce temps-là pour prendre un bain de glace parce que sinon, ça a été démontré que ça va réduire. Mais tu sais, tu n'auras pas la même croissance musculaire que si tu ne prends pas de bain de glace, exemple, par rapport à ça. OK? Évidemment, il y a plusieurs variables à prendre en considération. Moi, avec mon expérience, comme j'ai vu les études changer, je ne serais pas surpris qu'il y ait une autre étude qui va sortir dans 1 an ou 2 ans qui va prolonger le 8 heures. Ça, c'est purement hypothétique. Là. Je veux dire, c'est pas une étude qui dit ça, mais on dirait que je suis pas 100% confiant que c'est ça la vérité absolue. Mettons, allons-y comme ça. OK. Tu sais, la personne qui s'entraîne pour l'hypertrophie pourrait choisir, évidemment, il y a une période de réchauffement, d'étirement et tout ça, mais tu sais, si elle dit je veux avoir plus d'énergie, je veux mon café naturel, ben tu préfères ton cold plunge avant, là, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Tu vas avoir ta noradrénaline, tu vas avoir ta dopamine, tu vas être réveillé, tu vas être stimulé. Évidemment, il faut faire attention aux articulations, tout dépendamment. Hein, fait que tu peux faire tes mouvements, mais tu vas l'avoir, là, cette énergie-là. Là. Puis mettons une douche froide là, Ouais. de 45 secondes, 1 minute dans la douche. Là. Selon les études, c'est-tu suffisamment dommageable pour l'hypertrophie? Je ne pourrais pas te dire. Les études présentement, on appelle ça du CWI, donc Cold Water Immersions, sont tous faits dans une immersion d'eau complète parce que la douche, évidemment, bon, on serait capable de gérer la température, mais est-ce que ça serait le même débit d'eau, la même corpulence de personnes, au même endroit, le même temps? Je veux dire, c'est trop de variables à contrôler dans une douche pour que tu aies la même réponse qu'une autre personne. Fait que, tu sais, par défaut, c'est comme, exemple, tout le monde jusqu'aux épaules ou, tu sais, des choses comme ça. Là. Mais ça serait faux de croire que si le bain froid démontre tout ça, que la douche ne le fait pas. Tu comprends-tu? Parce que ta réponse à ton stress, ton contrôle, ton mental, l'inconfort, tu te réchauffes après de façon naturelle, de façon métabolique. Ton corps fait pratiquement les mêmes choses, tu comprends-tu? Fait que ça serait par déduction, si on peut dire que la douche va apporter des bienfaits. Puis tu sais, je suis le meilleur exemple. Il y a 6-7 ans, quand j'ai pris ma douche, j'ai fait « holy shit, something there », je l'ai ressenti, tu sais. Fait qu'on n'a pas les données spécifiques, mais c'est sûr que ça participe là, dans la même lignée. Là. Fait que quelqu'un...
je pense à mes deux types d'athlètes là, que tu mentionnais aussi. Nous. L'athlète d'endurance, après une grosse séance, amuse-toi, honnêtement. Mm. Quelqu'un qui veut faire l'hypertrophie, prends-le avant. Ouais, Dans avant. ton gym. Ouais. Je Ouais. pense qu'avec ces deux barèmes-là, c'est assez Sinon, straight to plus point. tard, si tu t'entraînes le jour, tu sais, le matin en AM, ben prends-les comme en tu sais, fin de soirée, mais est-ce que ça t'endort ou ça te. Tu sais, si je veux dire, Ouais. fait que tu sais, c'est de l'intégrer dans sa routine comme ça fit. Ouais. Puis au niveau de la perte de poids, Ça l'a été. Tu vois, ça l'a changé, ça. ça a changé encore? Ah oui, ça a changé. Tu vois, il y a 2 ans, il y avait vraiment le. C'était le trend, là. C'était le trend, c'était de la graisse brune pige dans la graisse blanche. Donc, c'est super bon pour le métabolisme, c'est bon pour la perte de poids, toutes ces choses-là. Là, après ça, il y a d'autres études qui ont démontré, ouais, mais ça active ton métabolisme, mais les gens, ils vont consommer de la nourriture, vont consommer de l'énergie. Fait que, présentement, c'est pas quelque chose, je trouve, qui est legit de mettre ça de l'avant pour dire que tu vas avoir une perte de poids. Mais tu sais, ta perte de poids, dans le fond, là, moi, je trouve que le plus important, c'est que tes cellules soient en santé. Tu sais. Puis si tes cellules sont en santé, puis qu'ils ont une bonne énergie, puis le cycle, il va bien, ça va aider à ta perte de poids ou au bon maintien de ton équilibre de ton poids d'une certaine façon. Là, tu sais. Fait que j'aurais tendance plus à dire ça. Make sense. Ouais. Je suis pas mal. Tu sais, puis dans le grand public, ça, c'est pas juste le monde qui m'écoute, là. Mais j'ai vu un post aujourd'hui, je riais vraiment. Ben, pas que j'ai ri, mais c'est purement vrai. Là. Quelqu'un qui est en shape, puis là, quelqu'un qui disait hey, peux-tu me faire un plan d'entraînement pour m'entraîner? Le gars, il disait ben, va courir 1,6 km par jour, 7 jours en ligne. Puis quand tu as fait ça, tu viendras me revoir. Ça fait un peu la boucle avec ce qu'on disait au début. Si t'es pas 1,000, c'est 1,6 km. Si t'es pas tant bon, au pire, ça va te prendre 10 minutes, 12 minutes. Puis il dit, si t'es pas capable de prendre 12 minutes par jour pendant 7 jours, comment tu peux te faire un plan d'entraînement de suivre ça pour pouvoir perdre ton poids? Puis moi, c'est Santé Sport, j'ai beaucoup de professionnels ici. Et on est tous à peu près tous sur... on a un gros billet, là. On est tous sur bouge, puis si tu perds du poids, tant mieux. Puis si tu en prends, ben, parce que tu bouges puis tu as plus de muscles, tant mieux aussi. Ouais. C'est une conséquence que plus ça devrait être ton objectif de base. Ouais. Donc, si ton but, c'est de perdre du poids, ben, c'est pas parce que tu vas faire des cold plunge que tu vas perdre du poids. Commence par avoir des bonnes habitudes de vie. Exact. En général dans ta vie. Exact. Puis si ça te tente de prendre des douches frettes, ouais. prends-les frettes. Mais tu sais, pour bondir à ce que tu viens de dire, je trouve que moi, comme j'ai mentionné, j'ai accompagné des centaines de personnes. Puis c'est ce que j'ai réalisé, c'est qu'on commence avec je veux prendre soin de moi, je veux intégrer des bonnes habitudes. Mais je te le garantis, là, quand tu intègres les cold plunge, là, puis que tu as une élévation de noradrénaline, puis tu as une élévation de dopamine, tout ton mode de vie change. Là. Ça commence par on intègre des douches froides, que c'est pas trop dur pour eux. Après ça, ils augmentent leur protocole. Après ça, c'est comme OK, ben là, j'aimerais ça qu'on check l'alimentation ensemble. Fait que là, on check l'alimentation ensemble. Puis à la fin de mon parcours de cheminement avec eux, c'est comme OK, là, je veux bouger, je veux faire du sport. Puis c'est souvent la course ou des entraînements. Puis évidemment, je les réfère à des professionnels là-dedans. Mais c'est comme, tu sais, je comprends, mais quand tu as plus d'énergie puis tu as de la dopamine, je veux dire, la dopamine, c'est la molécule de motivation, d'énergie. Tu as des plans, tu as des ambitions, tu as tout. Si on t'enlève ça, tu peux rien faire. Tu comprends? Mais là, on te donne une élévation de ça. Fait que c'est souvent ça qu'on voit, tu sais. C'est pas le cold plunge, mais il va te donner une meilleure humeur. Puis quand on dit meilleure humeur, ben c'est la santé mentale. Tu as une meilleure santé mentale, tu as le goût de faire plus de choses. Tu vois le changement, tu sors du bain froid, tu es comme, waouh, je suis capable de faire ça. Fait que c'est un parcours. C'est vrai, puis tu sais, là, présentement, il n'y a pas grand monde qui le savent, là, puis ça va prendre du temps qu'un peu l'épisode sorte, fait que ça va être correct, ça va être rendu à la fin. Mais présentement, je suis en train de faire un cutting justement avec un entraîneur et tout, pour des raisons X, Y, Z, que vous saurez dans l'épisode qui va sortir probablement au mois de janvier. Puis, une chose, je parlais avec une amie, c'est que ça fait 1 an que je m'entraîne 6 jours par semaine. 3 fois au gym, plus 3 fois à course à pied. Aller au gym présentement, 5 jours semaine, pour moi, c'est même pas un changement. Là. Ben, c'est juste qu'au lieu d'aller dehors 3 jours semaine, j'ajoute 2 jours de plus au gym. Là. C'est que pour moi, c'est même juste 5 jours d'entraînement au lieu de 6. C'est comme cette habitude-là était déjà là.
là, le défi que j'ai, c'est la nutrition. Mais c'est quand quelqu'un arrive et qui dit hey, je veux commencer à bouger, je veux changer ma nutrition, beaucoup de je veux commencer à choses. méditer, Ouais. je veux me brosser les dents 3 fois par jour. En plus de ça, je veux faire des cold plunge. Je suis comme attends, là, Ah, c'est ça. tu te loads énormément. Ouais. Peux-tu en ajouter? Ouais. Habit stacking. C'est ça. Ouais. Atomic Habits. Puis, Exactement. 1%. C'est ça. On parle le même langage. Yes. T'as parlé de la course à pied rapidement. Je te vois venir, là. En février, c'est avec la question initiale. On arrive à la fin de l'entrevue. Question initiale. T'as couru 3 marathons en 3 jours, vêtu de shorts, de mitaines et de souliers à Québec. Ouais. Rapidement, là, ça ressemblait à quoi ta préparation pour courir en short? Il y a quand même beaucoup de préparation, honnêtement, là. Premièrement, comme t'as comme 2 préparations, là. T'as la préparation de l'athlète, puis t'as la préparation de l'organisation de l'événement, là, parce que Oui. j'ai fait les 2. C'est beaucoup de gestion. Je suis vraiment content. J'ai une belle équipe pour m'aider, là, somme toute, là. Mais la préparation de l'athlète, quand je dis ça, là, c'est moi, mais il fallait comme que je divise les 2 en OK, là, j'ai le chapeau de. Il y a beaucoup de choses. Premièrement, tu as la nutrition, là, l'alimentation qui est super importante. J'ai quand même pris une prise de masse de poids par rapport à ça parce que plus tu as de muscles, plus tu as de graisse, plus tu es thermal insulated. Genre, ta température est à l'intérieur. Là, si tu as des couches, si tu as du gras puis tu as des muscles, ça va prendre plus de temps avant que ta chaleur sorte. Là. C'est l'anatomie, la physiologie 101, ça, là, c'est la base. Fait que voilà, je prends du poids par rapport à ça. Puis sinon, le fer et les gras. Puis ça, c'est des choses que je vais juste surface level talk. Là. Je ne vais pas trop rentrer dans le sujet. Mais c'est 2 choses qui participent grandement. C'est 2 choses que ton corps a besoin pour être en mesure d'avoir une bonne calibration de ta température. Le fer, c'est super important, évidemment, dans le sang. Puis le gras, ben, ta thermogenèse, ta graisse brune, elle en a besoin. Si tu n'as pas de sucre, c'est ça qu'elle va piger. Fait que tu as quand même besoin de ça. Puis justement, il y a une étude qui a démontré que si tu prends du gras dans la journée, tu vas avoir une meilleure gestion de ta température corporelle. Fait que tu sais, c'était cuillère d'olive le matin, avocat, puis durant la course, là, c'était pas le fun. C'était pas du sucre tout le temps. Là. Fait que tu sais, évidemment, il y avait tout ça. Fait que c'était une alimentation quand même riche en fer. Puis, ça, c'est comme plus au niveau de l'alimentation. Sinon, les programmes d'entraînement, là, c'était quand même varié. Il y avait la course, il y avait le froid, il y avait la course et le froid. Tu sais, il y avait juste le froid, il y avait juste la course, il y avait la course et le froid. Oui, c'est ça, quand tu parlais que tu avais 2 chapeaux, moi, la première chose que j'ai pensé, c'est l'athlète course. Puis après ça, j'avais l'entraînement au froid. Ouais, l'athlète froid. C'est ça. C'est ça, ouais. Ben, c'est ça. Puis, beaucoup de gens, tu sais, évidemment, tous les commentaires. Prime abord, j'avais juste couru un marathon, moi, avant. Là. Je suis pas un coureur. Puis c'est une running gag avec mon équipe de soutien. J'étais comme, j'aime pas ça courir, c'est long. Running gag. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est ça, tu sais, je suis quelqu'un qui aime ça que ça aille vite. Là. Je suis comme, la course, c'est long. T'sais. Mais tout ça pour dire que, fait qu'effectivement, il y a l'entraînement pour la course puis l'entraînement pour le froid. Puis après ça, il faut que tu fasses les 2 ensemble. Fait que, il y a eu des demi-marathons qui ont été faits, il y a eu des marathons qui ont essayé d'être faits au froid, puis que finalement, ça n'a pas marché. On a quand même eu 2 week-ends de tests. Puis ça a été très, très révélateur. Pour ceux qui ne me voient pas à la caméra, je suis quand même une petite personne de taille. Là. Je ne suis pas le gars le plus musclé. Là. Je m'assume amplement. Là. Déjà là, j'ai un petit désavantage au niveau physiologique par rapport aux expositions au froid, mais il y a une grande partie du mental qui compense. Je me rappelle à mon demi-marathon, je crois qu'avec les vents et tout ça, à un moment donné, tu sais, au début, c'était moins 17, le soleil a tombé, puis après ça, c'était comme moins 23, moins 24. Et au niveau de mes avant-bras, le froid a vraiment pogné, là. Puis c'est venu tout engourdi. J'avais toute la main engourdie, puis les doigts, là. Puis là, je courais, puis j'étais comme, OK, là, il va falloir que je prenne un break. Tu sais, moi, je veux dire, je suis quand même formateur, puis je prône les bonnes choses. Je vais quand même écouter mon corps, là. Je suis pas niaiseux à ce point-là. Fait il a fallu que j'arrête, puis on voit dans mon documentaire, puis quand j'ai couru les 3 marathons, j'ai comme des affaires au niveau des coudes,
Parce que le froid, là, j'ai pas de gras, j'ai rien ici. Puis ça pogne dans le coude, puis ça monte, puis ça m'engourdit le bras. Fait qu'il a fallu, je te dis, j'avais un hot pad qui était caché. J'avais quelque chose au niveau des coudes, puis un hot pad. Puis j'étais là, sinon, ouais, je perds mes bras, là, tu sais, ça marche pas, là. Fait que ça a été le premier élément qui a été très révélateur dans la pratique. Puis la deuxième, où est-ce qu'on a travaillé avec la course et le froid aussi, c'était une deuxième fin de semaine. L'objectif, c'était de courir un marathon, puis de voir la récupération, comment ça se passe tu sais, les jours d'après. J'ai même pas été capable de courir le marathon. J'avais mal aux genoux. Puis là, j'étais là, je comprends pas. C'est parce que moi, il faut que j'en cours 3 dans un mois. Là. Puis j'étais là, je comprends pas. L'année passée, j'ai couru un marathon au froid. Je comprends pas. Puis là, j'ai réalisé, dans le fond, que c'était parce que j'avais comme des compresses au niveau de mes genoux quand j'avais fait ça l'année passée. Puis tu sais, somme toute, là, puis cette deuxième pratique-là du marathon que j'ai pas été en mesure de compléter, il faisait encore du moins 20 kg. Là, tu sais. On s'est vraiment entraîné dans des conditions qui faisaient très froid. Mais tu sais, le froid rentre au niveau de tes muscles, de tes ligaments, de tes tendons. Les impacts, tout ça, ça fait que c'est dur, puis c'est raide, puis que ça fait mal. Tu comprends-tu? Fait que, oui, j'étais en short, mais j'étais comme... Puis ça me faisait... c'est ça me dérangeait de dire je vais courir mes marathons avec des compresses au niveau de mes genoux. J'aurais même pas l'air de courir en short. Après ça, je suis comme Alex, tu as le choix. Soit que tu réussis à aller courir avec des compresses, ou soit que tu n'aimais pas, puis tu sais que tu ne seras pas capable parce que la douleur est juste next level. Fait que j'ai choisi encore une fois de dire on va écouter le corps pour que je réussisse, puis tout ça, puis ça a vraiment changé complètement là, la donne. Fait qu'il y a eu ça. Fait que ça, c'était comme OK avec ça. Puis, tu sais, advienne que pourra rendu là, c'est une question de mindset, de mental. Le froid, je suis capable de le tolérer. J'ai vraiment une expertise quand même. Je suis allé dans Pologne, dans les montagnes, puis dans les Pyrénées, puis on a poussé un petit peu la machine là, pour être certifié. Fait que je suis comme ça, me stresse pas. Puis, tu sais, j'avais une équipe de soutien. Il y avait un genre de VR qui nous suivait. Je suis comme si jamais il faut que je me réchauffe, je me réchauffe. Puis, tu sais, s'il me fallait de la tisane, j'avais de la tisane à portée de main. Fait que c'était quasiment courir, je ne devrais pas dire au luxe, mais je veux dire, tu as une équipe de soutien. Là. C'est pas pareil comme si tu es tout seul, il faut que tu cours avec ton sac, puis là, tu as tes liquides, puis là, tu arrêtes, parce que c'est ça que j'avais fait, moi, l'hiver d'avant. J'étais tout seul dans le bois. Évidemment, j'avais tout mon linge, puis je savais qu'il y avait un refuge. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu arrêtes pour dire, OK, là, il faut que je mette mes gants, il faut que je mette ci, il faut que je prenne ma boisson, quand tu arrêtes, tu peux pas arrêter quand tu t'exposes au froid à la course. Puis ça, c'est une des choses qui différencie le je cours au chaud, puis je cours au froid. Tu peux pas arrêter quand tu cours au froid parce que le froid, il rentre puis tu n'es plus capable de te réchauffer après ça. Puis t'es fait, ça marche plus, genre. Je parle à des moins 20, moins 30, là, parce que c'est aux températures que j'ai couru. Moins 5, c'est autre chose. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que j'ai eu une équipe de soutien, tisane au besoin, parce que la tisane, ça réchauffe tes organes, ton corps, ça t'aide vraiment à te réchauffer. Fait que ça, j'avais quand même accès à ça. Fait que c'était pas... tu sais, un matin, c'était moins 32, là. Genre, une entrevue à TVA, puis elle me dit bonne chance en moins 32. Je suis comme, hey, merci, tu sais. Mais tu sais, c'est pas. C'est pas de la chance qu'il va me falloir, c'est de la volonté. C'est ça. Mais tu sais, il y a un niveau de volonté, il y a un niveau de motivation aussi pourquoi je fais ce défi-là, puis tu sais, amasser les fonds, puis tout ça. Mais mon but, c'est pas après de ce défi-là de plus être capable de marcher, puis de perdre, tu sais, mes mains ou, tu sais, je veux dire, il y a quand même une tête sur ses épaules, là. Mais la question que j'avais, là. Ouais. Pourquoi? Ouais, mais c'est évidemment, il y a un pourquoi, là, tu sais. C'est bon parce que là, on fait le tour de la loupe, c'est super bon, les gens vont comprendre. On a commencé le podcast en parlant de la santé mentale puis mon anxiété. C'était exactement pour ça. Je courais pour amasser des fonds pour la santé mentale puis l'anxiété. Puis c'était de me ramener justement à ce petit gars-là, même s'il était dans le proche de 25 ans, d'être victime de l'anxiété puis de démontrer, parce que moi, depuis ce temps-là, j'ai juste forgé mon mental. Là. Je me suis mis dans des situations pour me mettre à stress puis dire c'est pas vrai que, tu sais, renforcer puis forger puis tout ça. Puis je me suis dit, je vais me montrer à quel point, premièrement, je vais amasser des fonds, ça me tient à cœur, mais je vais montrer à quel point, je vais me montrer à quel point tu as fait du cheminement sur la résilience de ton mental, puis de ton stress, puis tout ça. Puis ça a été ça, dans le fond, ça a été un cheminement. Puis je me rappelle quand j'ai commencé le défi, pas la course, mais tout monter le programme. Puis là, ma vie allait bien, là, tout allait super bien. Là. J'étais comme la santé mentale, ambassadeur, super, OBNL, merci, yes. Je te garantis que le jour 3, à moins 32, là, quand j'ai tombé en hypothermie, là, je commençais à être un petit peu stressé. Ouais. C'était pour quel organisme? C'est Face au vent. Fait que c'est la santé mentale via l'intervention par la nature. Un organisme à découvrir. Effectivement.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton défi de 2025, Yes. tu lances des capsules ces temps-ci? Oui, exactement. En fait, on va lancer plusieurs capsules. Fort probablement qu'il va y avoir un rassemblé de toutes ces capsules-là pour donner un court-métrage là, plus complet. Fait que dans le fond, là, toutes les 2 semaines, on sort une capsule sur nos réseaux sociaux. Là, on en a sorti 3, si je ne me trompe pas. Fait qu'évidemment, c'est le pourquoi, on présente ma personne, mes obstacles, puis tout ça. Puis quand ça va être les jours de la course, ben, on a beaucoup plus de contenu. Fait que les capsules vont être plus longues, là, puis les gens vont pouvoir voir l'état d'esprit là, auquel j'ai traversé, puis j'étais là pendant tout ça. Là. T'as-tu un défi pour 2026? J'en avais un. J'en avais un qui avait de grandes ambitions. Je voulais faire un record Guinness, pour être honnête, Ok. avec le froid. Mais durant mon processus d'entraînement physique et non avec le froid et toute la gestion un petit peu de mon mode de vie présentement, j'ai comme une micro-blessure, si on peut dire. Là. Fait qu'il faut que je prenne un moment de repos avec la musculation. Fait que si je prends si je prends un moment de repos avec la musculation, je le sais que je ne serai pas capable d'atteindre cet objectif-là. Fait que pour 2026, il n'y a pas de défi. Je me concentre 100% sur offrir des programmes pour mon entreprise, des programmes de formation. J'offre une retraite aussi au mois d'avril dans les Chic Chocs. Donc, c'est la plus grosse retraite de thermothérapie jamais faite au Québec. C'est vraiment c'est d'ampleur de l'Europe. Là. C'est vraiment gros. Fait que je vais me concentrer là-dessus. Puis 2027, ça sera partie remise. Good. Ma dernière question, c'est une question que je pose à tous mes invités. Yes, Ça veut dire quoi pour toi être en santé? c'est bon ça. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai, j'ai vu que je pourrais répondre simple, c'est avoir un équilibre. Et ça laisse à l'interprétation de la personne. La réponse la plus courte, tu viens de battre un record. Ah, c'est bon. Tu veux la laisser comme ça? Ben, en fait, c'est l'équilibre dans tout. Hein? L'équilibre dans les. Si, mettons que tu es un passionné des cold plunge, prends des moments de repos. Si tu es un passionné du sport, prends des moments de repos. C'est là que la croissance et les gains se font. Tu sais, je veux dire, l'équilibre dans tout. C'est ça qui est important, je pense. Je peux-tu te poser une question difficile? Je pensais que la première Ah, était c'était tough. pas la dernière? Puis si tu veux que je la coupe, je la couperai. Là. Ouais. T'es le premier invité que j'ai qui a un handicap physique. J'aurais été certain que tu aurais abordé ça au niveau du point de la question qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en santé? Tu ne l'as pas abordé. Est-ce que pour toi, ta malentendance, je ne veux pas dire surdité, là, mais malaudition, là, Ouais, ouais. pour toi, comment tu définis ça au travers de ta santé à toi? Bonne question. Ça, j'ai pas un mot pour répondre. Il y en a plusieurs. Non, mais en fait c'est très vague. C'est très vague. Je pense qu'au fil du temps et au fil des années, j'ai réussi à bien vivre avec tout ça. Puis, des fois, un petit peu l'humour nous permet d'encaisser certaines réalités. Évidemment, je me suis vraiment adapté. Mon sens de la vue, je lis ses lèvres. C'est fou comment que, genre, je complète les mots avec la lecture puis en lisant sur les lèvres. Puis, tu sais, on a voulu me rentrer en réinsertion sociale quand j'étais plus jeune. Là. Je suis malentendant. Là. Sur papier, là, tu lis puis t'es comme, je comprends pas comment tu fais pour me parler puis de me comprendre. Euh, Fait que tu perds un sens, ton corps s'adapte puis il est plus fort dans les autres sens, mettons. Fait que ça a été instinctif, naturellement. J'ai des prothèses auditives, je les porte pas parce que les gens te parlent de façon différente, les gens agissent de façon différente, mais la prothèse auditive, elle amplifie tous les sons. Fait que j'entends pas plus ta personne. Là. Fait que ça, c'est un choix personnel. Euh, mais on dirait que pour moi, ce qui est le plus important, tu sais, je pourrais être un ambassadeur des malentendants ou tu sais, des choses comme ça, mais on dirait que pour moi, somme toute, le défi le plus dur que j'ai eu, ça a vraiment été l'anxiété et la santé mentale. L'autre, c'était la survie. Je sais pas comment dire ça. J'avais pas le choix, là, Félix. C'est comme, faut que tu te fasses opérer, faut ci, ça, faut que tu aies une transfusion, faut que tu prennes sa médication, là. C'était pas un choix. C'était un, tu veux vivre, c'est ça, tu sais. Tandis que le stress, je sais pas comment dire ça. Tu te perds dans tes repères, tu sais pas quoi faire. Tu te dis, tu sais, j'ai jamais pensé au suicide, mais je me dis juste, ça peut pas être ma vie.
Ça peut pas être ma vie. Je peux pas vivre comme ça. C'est pas une vie, ça. Tu sais, fait que ça a été difficile. C'était comme, tu te retournes vers quoi? Tu sais, tu te retournes vers la médication, tu te retournes vers, ah, mais respire, ou tu sais, c'était très difficile. C'est là que j'ai senti que j'avais plus, je me sentais plus en manque de ressources. OK. Si il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent te suivre sur les médias sociaux ou qui peuvent te trouver? Oui, donc il y a l'Académie de thermothérapie du Québec. L'acronyme, c'est ATEC, mais les réseaux sociaux, c'est l'Académie de thermothérapie du Québec, Facebook. Puis Instagram, c'est Académie ATEC, donc ATHEQ. Puis sinon, ben, mon nom, c'est Alexandre Santerre. Marqué thermothérapie ou Alexandre Santerre ou Wim Hof, puis le mot Québec, là, puis j'apparais à quelque part, c'est sûr. Là. Ça paraît assez vite. Ouais, c'est ça. Good. Ben, Alexandre, un gros merci d'avoir été sur le podcast Santé Sport. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!